Étonnant. Des scientifiques ont mis au jour une cité enfouie sous les pyramides d'Égypte. Sa taille est vertigineuse, bien au-delà de celle du plus vaste hypermarché que vous puissiez concevoir. Galeries, chambres souterraines, structures verticales. Nul ne saurait dire aujourd'hui à quoi elles servaient. Commençons par le commencement. Des chercheurs italiens et écossais étudiant la pyramide de Képhren ont identifié ce qui semble être des tunnels secrets sous 3 pyramides distinctes. Cette découverte pourrait remettre en question nos connaissances sur l'Égypte antique. L'expédition baptisée Projet Képhren fut dirigée par Corrado Malanga, basé à Pise, et Filippo Biondi, affilié à l'université de Strathclyde, en Écosse. Leur objectif principal consistait à explorer la pyramide de Képhren, la seconde plus grande du plateau de Gizeh. Sous la pyramide de Képhren, les scientifiques ont mis au jour une imposante structure. Serait-ce une ancienne cité souterraine égyptienne? En analysant minutieusement leurs relevés, ils ont conclu que 8 grandes formations verticales, peut-être des puits ou des conduits, se dissimulaient en profondeur. Ces éléments s'étendent sur près de 2000 mètres, l'équivalent de 2 tours Burj Khalifa, et demi-posées à la suite l'une de l'autre. Un indice saisissant de l'ampleur de la découverte. Ces puits descendent également à environ 610 mètres sous terre, ce qui dépasse largement la profondeur des stations de métro les plus profondes au monde, qui excèdent rarement les 120 mètres. De forme cylindrique, ils sont bordés d'escaliers en spirale, évoquant les tours d'un ancien château gothique. Ils mènent à 2 vastes chambres aux contours inhabituels. S'agirait-il de cubes ou de vasques géantes? Chacune semble mesurer plus de 80 mètres de diamètre. Bien que ces structures aient désormais été identifiées, leur fonction première demeure totalement inconnue. Souhaitez-vous une révélation encore plus troublante? L'équipe est convaincue que des accès similaires existeraient sous chacune des 3 pyramides. Autrement dit, elles pourraient être interconnectées par un réseau secret de tunnels, de galeries et de salles enfouies. Et plus bas encore, à près de 1200 mètres sous la surface, d'autres structures, encore non répertoriées, pourraient sommeiller dans les profondeurs. Et cela ne contribue-t-il pas à nourrir le mystère? L'élément le plus saisissant reste peut-être cette hypothèse formulée par certains chercheurs. Les structures dissimulées autour des pyramides de Gizeh pourraient coïncider avec les légendaires salles d'Amonti. Dans la mythologie égyptienne, ce lieu est décrit comme l'ultime étape des mourants, où l'âme, durant 3 jours, est soumise à un jugement rigoureux et affronte ses terreurs les plus profondes. Mais comment les chercheurs ont-ils pu localiser ces cavités invisibles? Pour ce faire, ils ont mobilisé 2 satellites situés à 680 km d'altitude. En dirigeant des ondes radar vers le plateau de Gizeh, ils ont obtenu des images d'une extrême précision, ensuite recomposées, pour former une modélisation tridimensionnelle du réseau souterrain, incluant les puits récemment découverts. Grâce à la technologie radar à synthèse d'ouverture, ou SAR, capable de traverser la roche, l'équipe a repéré 5 petites structures ressemblant à des salles, dissimulées profondément au sein de la pyramide. L'une d'elles contenait un sarcophage que l'on croyait autrefois être celui du pharaon Képhren. Hypothèse qui fut largement admise jusqu'à cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, les scientifiques estiment que cette interprétation était erronée. Le tombeau véritable se situerait sans doute ailleurs. Il reste que ces 5 chambres, jusque-là inconnues, furent révélées uniquement grâce aux récentes explorations radar. Elles semblent disposées en plein cœur de la pyramide, reliées par des corridors souterrains qui s'enfoncent en plus bas. Certains avancent que ces galeries pourraient mener à d'autres chambres, ou puits dissimulés, possiblement âgés de plus de 4500 ans, et susceptibles d'éclairer les énigmes, encore irrésolues, des civilisations antiques. Les premières analyses suggèrent que cet espace enfoui est bien plus complexe qu'une simple succession de salles vides. Il se pourrait qu'un grand nombre de structures soient enfouies à proximité des pyramides de Gizeh. Comment l'expliquer? Certains indices suggèrent que l'ensemble comprend des zones excavées, parcourues d'escaliers en spirale qui s'enfoncent davantage. En affinant les images captées, il serait possible de révéler l'existence d'un vaste réseau souterrain, peut-être même les vestiges d'une ville entière, ensevelie sous le plateau. Malgré l'enthousiasme suscité par ces révélations, nombreux sont ceux qui demeurent sceptiques quant à l'existence réelle de cette cité souterraine. Le manque de validation scientifique par des pairs alimente leurs doutes, incitant plusieurs archéologues et spécialistes en imagerie radar à remettre en cause la fiabilité de ces affirmations. Selon eux, les outils employés pour effectuer ces relevés ne posséderaient peut-être pas la précision technique nécessaire pour restituer des images aussi élaborées de ce qui gît sous la surface. Selon eux, les 5 petites chambres repérées à faible profondeur pourraient n'être que des formations naturelles, d'autant que cette région revêtait déjà une importance rituelle bien avant l'édification des pyramides.
Certains vont jusqu'à rejeter totalement le recours aux technologies radar dans un tel contexte, les qualifiant de méthodes non validées sur le plan scientifique et mettant en doute leur fiabilité. Cette découverte a également ravivé les débats autour des traditions mythologiques égyptiennes et de la possible présence de manuscrits anciens enfouis sous le plateau de Gizeh. La configuration des chambres nouvellement identifiées rappelle en effet celle que décrivent les récits sur la légendaire salle des archives, un espace mythique censé préserver le savoir primordial des premiers Égyptiens. Si cela venait à se confirmer, ces découvertes pourraient bouleverser la perception que l'on a de la topographie sacrée de l'Égypte. En outre, l'existence de cette cité perdue sous la pyramide pourrait constituer une preuve tangible de structures souterraines, jusqu'alors insoupçonnées. C'est pour cela que l'équipe du projet Kephren est impatiente d'entamer les fouilles permettant de vérifier ces hypothèses. Toutefois, obtenir l'aval des autorités égyptiennes constitue un processus ardu. Les résultats devront encore passer l'épreuve d'une évaluation par des spécialistes avant d'être validés par le monde académique. D'ailleurs, cette découverte archéologique fait suite à une autre annonce, celle de la mise au jour d'une structure insolite sous la nécropole royale de Gizeh, que certains chercheurs soupçonnent de ne pas être d'origine naturelle. Grâce à des techniques de télédétection, les archéologues ont mis au jour une étrange structure souterraine en forme de L, enfouie dans le cimetière ouest de Gizeh. Cette section est réputée pour renfermer les tombes de membres de la royauté ainsi que de hauts dignitaires. Nombre de ces sépultures sont surmontées de mastabas, des édifices rectangulaires en pierre ou en briques de limon, coiffés d'un toit plat. Or, en plein centre de cette nécropole, subsiste une portion dépourvue de toute structure visible en surface. Pour examiner cette zone encore inexplorée, les chercheurs ont recours à la tomographie de résistivité électrique, ERT, et au radar à pénétration de sol, GPR. L'ERT repose sur l'injection de courant dans le sol et sur la mesure de leur résistance afin de révéler d'éventuelles anomalies. Quant au GPR, il projette des ondes radar dans le sous-sol pour en dessiner les formes selon les échos obtenus. À une profondeur d'environ 2 mètres, les chercheurs ont détecté une anomalie. Elle semblait correspondre à une structure souterraine en L, mesurant au moins 10 mètres de long. D'après les relevés, il est probable que cette structure ait été remplie de sable après son édification. Cette découverte a conduit les chercheurs à envisager plusieurs hypothèses. Il pourrait s'agir d'un mélange de sable et de gravier, ou peut-être d'une cavité d'air. L'anomalie a été classée comme hautement résistive, ce qui suggère une origine non naturelle. Le professeur Motoyuki Sato, auteur principal de l'étude et enseignant à l'université de Tohoku, souligne que la netteté des contours appuie l'idée d'une structure artificielle. Un autre élément intrigant concernant les pyramides antiques d'Égypte tient à l'idée, longtemps admise par les historiens, qu'elles furent érigées au profit de la royauté et des élites, seules à posséder les moyens nécessaires. Or, des fouilles récentes menées sur le site archéologique de Tombos, situé dans l'actuel Soudan, viennent remettre en cause cette théorie. Il se pourrait que les pyramides de Tombos aient accueilli, aux côtés des élites, les dépouilles de travailleurs de rang modeste. Les membres laborieux des sociétés antiques auraient ainsi pu reposer dans certains des monuments les plus visibles, y compris les pyramides elles-mêmes. Implantée sur les rives du Nil dans l'ancienne Nubie, la localité de Tombos fut annexée par l'Égypte aux alentours de 1400 avant notre ère, lors de sa conquête de la région. Le site fut alors établi dans le but de renforcer la domination égyptienne. On y érigea des pyramides, bien plus sobres cependant que les gigantesques édifices de Gizeh. Les chercheurs ont repris l'étude de 110 squelettes humains exhumés à Tombos, initialement examinés en 2012. Ils se sont concentrés sur l'analyse des anthèses, c'est-à-dire les points d'attache des tendons et des ligaments sur les os. Ce type d'examen permet de mettre en évidence l'intensité du travail physique accompli par un individu. Les contraintes mécaniques répétées lors qu'un travail ardu y laissent des marques nettes, sous forme de relief osseux. Certains ossements présentaient peu de modifications au niveau des anthèses, ce qui laisse supposer qu'ils appartenaient à des personnes aisées. En revanche, d'autres montrèrent des transformations plus marquées, trahissant une vie de labeur et un statut social bien plus modeste. Ces résultats pourraient profondément remettre en cause les idées reçues sur les sépultures pyramidales, notamment l'hypothèse selon laquelle seuls les puissants accédaient à ces tombeaux prestigieux. Cette récente étude suggère que des individus d'humbles conditions auraient eux aussi pu se trouver. Au cœur des falaises rouges de Petra, des archéologues ont trouvé une tombe cachée. À l'intérieur, il y avait 12 squelettes. Ils sont restés intacts pendant plus de 2000 ans. Et c'est vraiment étrange. La plupart des tombes de Petra ont été pillées.
Alors, qu'est-ce qui rend cette découverte si spéciale? Découvrons-le. Voici l'ancienne cité de Petra. Ces immenses falaises de grès sont inoubliables. Pas étonnant qu'elle soit l'une des nouvelles 7 merveilles du monde. Les bâtiments sont taillés directement dans la roche, ce qui donne déjà au lieu un aspect irréel. Mais Petra est aussi une star du monde archéologique depuis longtemps. Ah, Petra est apparue dans le film Indiana Jones et la dernière croisade. Certaines scènes ont été tournées juste devant le célèbre bâtiment appelé Al-Khazné, ou le trésor. Mais récemment, quelque chose d'encore plus excitant s'est passé là-bas, dans la vraie vie. Une équipe télé de l'émission Expédition Unknown est venue à Petra filmer une nouvelle enquête. Et pendant qu'ils étaient là, des archéologues ont fait une découverte énorme. Ils ont trouvé 12 squelettes humains et plusieurs objets anciens. Tous étaient enterrés sous le sol devant le trésor, cachés là depuis environ 2000 ans. Les archéologues n'ont pas commencé à creuser tout de suite. D'abord, ils ont utilisé un outil spécial appelé géoradar, une sorte de radiographie du sol. Au lieu de deviner ou creuser, la machine scanne le sous-sol et montre des formes qui pourraient être des tombes ou des espaces vides. En tout cas, quand l'équipe a regardé les données du radar, quelque chose d'intéressant est apparu. Les motifs ressemblaient beaucoup à des endroits de Petra où des tombes avaient déjà été trouvées. C'était un gros indice que quelque chose pouvait se cacher sous terre. Après avoir vu le résultat, les autorités jordaniennes ont donné l'autorisation de fouiller. C'est alors que l'équipe a enfin commencé à creuser sous le site célèbre et qu'ils ont découvert les squelettes et artefacts anciens. Fait intéressant, beaucoup de tombes à Petra ont été trouvées complètement vides, car au fil des siècles, tout ce qui avait de la valeur a été pris par des pilleurs ou a simplement disparu. Mais cette tombe était très différente. À l'intérieur, l'équipe a découvert 12 squelettes humains et quelques objets anciens. Certains os avaient même de la moisissure. C'est arrivé parce que Petra est taillée dans des falaises de grès. Le grès est très poreux, donc il peut absorber l'eau comme une éponge géante. La zone inonde parfois, et l'humidité a probablement lentement pénétré dans les tombes. Avec les squelettes, les archéologues ont trouvé des objets en bronze, fer et céramique. Un objet ressortait. Un calice en céramique dans les bras d'un des défunts. C'était comme si la personne le tenait quand elle avait été enterrée. Mystérieusement, la coupe ressemblait beaucoup au Saint Graal du film Indiana Jones. Le célèbre bâtiment au-dessus de la tombe, Al-Khazné, se trouve près de l'entrée principale de la cité. On pense qu'il a au moins 2000 ans. Cette énorme structure est taillée directement dans les falaises de grès. Aujourd'hui, c'est l'un des monuments les plus reconnaissables au monde. Mais même si le trésor est si célèbre, les archéologues ne comprennent toujours pas complètement son histoire. Une raison est que beaucoup de tombes proches ne contenaient pas beaucoup d'artefacts. Et sans objet à étudier, ça devient bien plus dur de déterminer exactement quand le bâtiment a été fait ou comment il était utilisé. C'est pourquoi l'équipe était si excitée. La découverte pourrait les aider à en apprendre plus sur les anciens habitants de Petra et ceux qui ont bâti la cité. L'emplacement de la tombe pourrait déjà être un indice important. Voyez-vous, être enterré juste devant le trésor était probablement un immense honneur. Les restes humains eux-mêmes peuvent aussi raconter une histoire intéressante. Les squelettes reposaient toujours dans leur position originale, sans avoir été déplacés par des pilleurs. C'est pourquoi les scientifiques peuvent les étudier bien plus soigneusement pour découvrir leur âge, comment ils vivaient, ou s'ils étaient en bonne santé. On peut aussi mieux connaître l'endroit que ces gens appelaient leur foyer, l'ancienne cité de Petra. Elle a été bâtie il y a plus de 2000 ans par les Nabatéens. À partir du 4e siècle avant notre ère, cette cité du désert est devenue le centre de leur royaume et une étape commerciale importante au Moyen-Orient. L'emplacement a beaucoup aidé. Petra se trouve dans une vallée entourée de montagnes et l'entrée principale est un long canyon étroit appelé le Siq. Comme le passage est si étroit, la cité était facile à défendre et difficile à attaquer pour les ennemis. Grâce à ces facteurs, la cité a grandi rapidement. À son apogée, environ 30 000 personnes y vivaient peut-être. Mais la cité se trouve dans un canyon désertique sec. L'eau naturelle y est plutôt limitée. Alors, comment tant de gens ont-ils pu vivre à Petra? La réponse est une ingénierie astucieuse.
Les Nabatéens ont construit un système d'eau incroyablement avancé pour l'époque. Ils ne dépendaient pas d'une source d'eau, c'était tout un réseau taillé directement dans la roche. Ils ont creusé des canaux, des tuyaux et des citernes dans les falaises. Ça leur permettait de guider l'eau des sources proches vers la cité. C'était comme un système de plomberie antique, entièrement construit en pierre. Encore mieux, l'eau ne coulait pas directement dans la cité. D'abord, elle passait par des bassins de décantation, où la saleté et le sable coulaient au fond. Ensuite, l'eau était stockée dans de grands réservoirs entourés d'épais murs de pierre, ce qui gardait l'eau plus fraîche dans la chaleur du désert. Les crues soudaines étaient aussi un grand danger dans le canyon. Quand de fortes pluies tombaient dans les montagnes, l'eau dévalait souvent les vallées étroites. Pour gérer ça, les Nabatéens ont construit des barrages et des canaux qui redirigeaient l'eau vers des réservoirs. Un autre aspect intrigant de Petra est l'emplacement de ses bâtiments principaux. En 2013, des chercheurs ont découvert que plusieurs monuments importants s'alignaient avec le soleil à des moments clés de l'année, comme les solstices et l'équinoxe. Les scientifiques pensent maintenant que les bâtiments fonctionnaient comme des calendriers géants, aidant les gens à suivre les saisons dans un paysage désertique. Les signes naturels du temps peuvent être difficiles à remarquer là-bas. Un autre mystère de Petra, ce sont 3 blocs de pierre massifs appelés les blocs Djinn. Ils remontent à environ le 2e siècle avant notre ère et sont parmi les premières grandes tombes construites à Petra. 2 d'entre eux ont des chambres funéraires à l'intérieur et le 3e a même une tombe au sommet, comme un petit cercueil sur le toit. Personne ne sait vraiment pourquoi ils ont été construits. La plupart des experts disent que c'était des tombes, mais certains pensent qu'ils ont pu être taillés pour honorer des divinités ou utilisés dans des rituels. Mais malgré toute la grandeur de Petra, les choses ont commencé à changer en 106 de notre ère. C'est alors que le puissant empire romain a pris le contrôle de la cité et l'a intégrée à son territoire. Le commerce n'a pas complètement cessé, mais la cité a lentement perdu de son importance. Plus tard, un grand séisme en 551 de notre ère a causé de sérieux dégâts. Ça a pu être le coup final pour une cité déjà en déclin. Avec le temps, Petra fut finalement abandonnée et devint connue comme la cité perdue. Mais il y a un autre surnom, bien plus utilisé, la cité rose. Le nom vient de la couleur des falaises autour de Petra. Les roches de grès ont une couleur rose rougeâtre, surtout quand le soleil est bas dans le ciel. Ce que voient les touristes n'est qu'une infime partie de Petra. Certaines estimations disent que les archéologues n'ont fouillé qu'environ 15% de la cité. Les visiteurs traversent l'étroit Siq, contemplent le trésor haut de 40 mètres, marchent le long des rues bordées de tombes et gravissent plus de 800 marches pour atteindre le monastère, Al-Deir. Mais c'est comme voir la pointe d'un iceberg, le reste est toujours enfoui. Petra n'arrête pas de nous surprendre. En 2016, des chercheurs ont utilisé des images satellites pour repérer un immense monument encore inconnu. La plateforme est massive, environ 56 mètres sur 49, avec des colonnes sur un côté. Des fragments de poterie suggèrent qu'elle a plus de 2150 ans. Donc en fait, même après des siècles d'exploration, Petra est toujours pleine de secrets qui attendent juste d'être découverts. Le désert du Sahara abrite des créatures extrêmement dangereuses, comme le scorpion rôdeur de la mort ou la vipère à cornes. Mais elles ne font pas le poids face à une bête mystérieuse qui vivait là il y a 95 millions d'années. Des scientifiques viennent de découvrir une nouvelle espèce de dinosaure dans le Sahara, au Niger. Son nom officiel, Spinosaurus mirabilis. Et disons que vous n'auriez pas voulu croiser son chemin. Cette bête était aussi longue qu'un bus scolaire et pesait plusieurs tonnes. C'était un prédateur massif et redoutable. Tout son corps était conçu pour chasser. Il utilisait une mâchoire en forme de piège pour attraper les plus gros poissons de l'Afrique préhistorique. Ses dents inférieures pointaient vers l'extérieur et s'emboîtaient parfaitement entre ses dents supérieures pour créer une prise infaillible. Une fois ses mâchoires refermées, les poissons piégés ne pouvaient plus échapper. Son nom, Mirabilis, signifie « étonnant » en latin, et c'est parce que ce dinosaure était un vrai phénomène. Il avait un trait vraiment bizarre et voyant, une crête haute, je veux dire vraiment haute, sur sa tête.
Elle était si grande que les chercheurs ont dû retourner sur le site récupérer d'autres fragments pour la comprendre. Aujourd'hui, il ne reste que des os, mais l'équipe pense que de son vivant, cette crête était de couleur vive. Elle s'élevait vers le ciel comme une lame incandescente. Et un tel éclat n'avait qu'un seul but: attirer les partenaires. Comme les pans avec leurs longues queues colorées, tout est question de parade. Du moins, c'est ce que pensent les chercheurs. Cette découverte est majeure, car c'est seulement la deuxième espèce de Spinosaurus jamais trouvée, comme celui qui apparaissait dans Jurassic Park 3. Ces animaux comptaient parmi les plus grands carnivores terrestres du Crétacé supérieur, c'est-à-dire des dinosaures mangeurs de viande qui vivaient il y a environ 100 à 66 millions d'années. Ils étaient aussi imposants et féroces que le célèbre T-Rex. Pendant longtemps, la plupart des gens pensaient que les Spinosaurus étaient des chassins aquatiques. On imaginait ce monstre féroce arpentant le rivage ou plongeant en profondeur. Certaines études suggèrent même que les longues épines de leur queue faisaient office de nageoires intégrées. Mais ce n'est plus ce que la plupart des scientifiques croient. De nouvelles études montrent que malgré son allure de pagaie, la queue n'avait pas vraiment de muscles. En fait, ces queues n'étaient probablement que décoratives, un peu comme chez les lézards. Elles n'avaient pas la puissance de propulser une créature aussi massive dans l'eau. La densité de leurs os n'aidait pas non plus. En résumé, ils n'auraient pas été des nageurs redoutables. Ils étaient super lents et ne pouvaient pas vraiment plonger. Pour vous donner une idée, si on mettait ce dinosaure à côté d'un crocodile dans une piscine pour une course, le crocodile gagnerait à chaque fois. Qu'ils aient été nageurs ou non, les scientifiques semblent d'accord sur un point: ces animaux adoraient la mer. La plupart de leurs fossiles ont été trouvés le long de la côte nord-africaine. Mais l'espèce Mirabilis est arrivée et a tout changé. Ces restes ont été trouvés dans le Sahara, où il n'y a pas une goutte d'eau à l'horizon aujourd'hui. À l'époque, cet endroit se trouvait à 500 à 1000 km de l'océan le plus proche. Alors, quelle est l'histoire? Est-ce vraiment un Spinosaurus? Eh bien oui, et la façon dont les scientifiques l'ont retrouvé en plein désert est fascinante. Parce que pendant plus de 70 ans, l'indice principal était là, facile à trouver, mais tout le monde est passé à côté. Dans les années 1950, des géologues français exploraient le désert à la recherche d'uranium. En cherchant, ils sont tombés sur des os énormes qui dépassaient du sable, à un endroit appelé Gadoufawa. Non loin, sur un autre site appelé Akaraz Eras, un géologue nommé Hugues Fauré a découvert un autre gisement de fossiles. Il a trouvé des dents qui ressemblaient beaucoup à celles d'un carcharodontosaure, un dinosaure carnivore massif. Il a noté une seule ligne à ce sujet dans ses carnets, et c'est tout. Pour une raison que personne ne peut expliquer, ces notes sont restées là. Personne ne les a prises au sérieux, et personne n'a pris la peine de retourner sur ce site pendant des décennies. Ce n'est qu'en 2019 qu'une équipe dirigée par Paul Sereno, de l'Université de Chicago, a décidé de suivre cette vieille piste. Ils en ont fait une véritable chasse au trésor. Ils se sont rendus sur place et un Touareg local a guidé l'équipe de Sereno en moto au cœur du Sahara. Il les a emmenés sur un site appelé Djengebi, où ils se souvenaient avoir vu des os fossilisés il y a longtemps. Comme le trajet retour vers le camp principal était très long, l'équipe n'avait pas beaucoup de temps. Ils n'ont pu récupérer que quelques fossiles, surtout des dents et des morceaux de mâchoire, avant de devoir repartir. À ce moment-là, ils n'avaient aucune idée qu'ils tenaient une toute nouvelle espèce entre leurs mains. L'équipe est finalement retournée sur place en 2022, et cette fois, ils ont trouvé encore plus de fossiles. C'est là qu'ils ont assemblé leur trouvaille de 12 mètres de long, et qu'ils ont pu confirmer 3 choses majeures. Premièrement, cette nouvelle créature avait une crête très haute et inhabituelle sur la tête. Deuxièmement, la disposition des dents était légèrement différente de celle de ses célèbres cousins. Et ensuite, on arrive à la plus grande différence de toutes. Pour la toute première fois, on découvre un Spinosaurus qui vivait loin de l'océan. Mais ça soulève une grande question. Comment mangeait-il du poisson ? Les scientifiques ont une théorie. Tous ces os ont été retrouvés enfouis dans les sédiments d'une ancienne rivière. Ce dinosaure chassait donc probablement le poisson en eau peu profonde. Il était assez gros et fort pour s'avancer dans près de 2 mètres d'eau, mais il passait sans doute la plupart de son temps en eau peu profonde à attendre qu'un gros poisson passe.
Mais s'ils n'avaient pas envie de sushi, ils pouvaient simplement se balader dans la forêt et trouver autre chose à manger. Bon, vous êtes sûrement un peu perdu là. Je parle de forêt et de rivière, mais cette bête n'a pas été trouvée en plein désert? En fait, le Sahara avait un tout autre visage à l'époque. Il était vert, le paysage entier était couvert de rivières et de forêts quand ces dinosaures s'y promenaient. Ça résout donc ce mystère. Mais il reste plein d'autres questions sur cette espèce, comme leur taille réelle. Le problème, c'est que les os trouvés appartenaient à un jeune dinosaure, pas à un adulte. Les estimations disent qu'il faisait environ 8 mètres de long quand il a perdu la vie. Mais il aurait pu devenir bien plus grand. Ce qui nous amène au deuxième mystère. Parce que ce dinosaure était si énorme et si unique, les scientifiques débattent depuis des années du temps qu'il passait réellement dans l'eau. Une théorie suggère qu'ils ont traversé 3 grandes phases évolutives. D'abord, bien avant, au Jurassique, ils ont développé ces longs museaux de crocodile, parfaits pour attraper du poisson. Ensuite, au début du Crétacé, ils ont vraiment pris le dessus. Ils se sont rapprochés de la mer et sont devenus les prédateurs dominants le long des côtes anciennes. La dernière phase s'est produite au moment où l'océan Atlantique s'ouvrait. C'est là qu'ils ont atteint leur taille record. Ils sont devenus des spécialistes de l'embuscade en eau peu profonde, principalement en Afrique du Nord et en Amérique du Sud. Mais leur règne n'a pas duré éternellement. Il y a environ 95 millions d'années, des changements climatiques brutaux ont fait monter le niveau des mers. Leur habitat a été bouleversé, les poussant au bord de l'extinction. Finalement, leur histoire s'est terminée. Malheureusement, ces nouveaux fossiles ne sont qu'une pièce du puzzle. On ne connaît toujours pas l'histoire complète du Spinosaurus. Il existe peut-être d'autres espèces qui n'attendent qu'à être découvertes. Et pour vraiment comprendre ces géants mystérieux, il faudra attendre de trouver des squelettes plus complets sur le terrain. On connaît tous la chanson. Les Homo sapiens sont bien plus malins que les Néandertaliens. Les Néandertaliens étaient primitifs, et nous, on est bien plus évolués qu'eux, pas vrai? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand vous entendez le mot « usine » ? Sûrement quelque chose comme ça. Plein de gens qui travaillent dans différents services. D'énormes chaînes de production, de l'emballage, du tri. Impossible d'imaginer un Néandertalien là-dedans. Hé, pas si vite avec l'évolutionnisme. On ne juge personne ici selon son stade de développement, d'accord ? Et d'ailleurs, les Néandertaliens avaient leurs propres usines impressionnantes. Pas de convoyeurs ni de robots industriels, mais plutôt avancés pour l'époque. La chaîne de production dont je parle se trouvait dans un endroit qu'on appelle aujourd'hui l'Allemagne. Ce qui est amusant, c'est que c'est un pays qui regorge encore d'usines et qui a une longue tradition du travail mécanique. On dirait la continuité de cette tradition. Et maintenant, pouf ! Retour 125 000 ans en arrière, au moment où cette toute première usine est apparue. À cette époque, la Terre traversait une période interglaciaire, avec un climat assez proche de celui d'aujourd'hui. Les conditions n'étaient peut-être pas idéales, mais restaient plutôt confortables. Les Néandertaliens menaient leur vie ordinaire. Ils utilisaient le feu pour gérer la végétation, cueillaient des plantes et apparemment construisaient des installations. Jeu de mots intentionnel. Alors si vous pensiez que ces hommes poilus étaient des bêtes sauvages qui passaient leur temps à se gratter les poux, vous devez peut-être des excuses à ce distingué gentleman. Au fait, voici Karl, et il peut être le propriétaire de cette usine. Vous l'avez sous-estimé apparemment, alors il est parti. Mais moi, je vais continuer à vous parler de cette avancée interglaciaire. Des archéologues ont récemment montré que les Néandertaliens avaient délibérément choisi un site au bord d'un lac pour traiter les os d'au moins 172 mammifères, dont des cerfs, des chevaux et des aurochs, une espèce de bovidé aujourd'hui disparue. L'étude montre que les habitants ne se contentaient pas de briser les os de grands mammifères pour en extraire la moelle. Ils les broyaient aussi en milliers de fragments et les chauffaient dans l'eau pour en tirer de la graisse osseuse, très riche en calories. Imaginez une manufacture alimentaire qui prépare une bonne soupe prête à être mise en rayon au supermarché du coin. Je sais, ça paraît tiré par les cheveux, mais ce que je veux montrer, c'est qu'on a désormais la preuve que même les Néandertaliens maîtrisaient des techniques avancées de transformation alimentaire. C'était intensif, organisé et stratégique. Les Néandertaliens géraient clairement leurs ressources avec précision. Certains planifiaient les chasses.
D'autres se chargeaient du transport des carcasses, tandis qu'un autre groupe s'occupait de fondre la graisse dans une zone dédiée. Ils n'avaient certes pas de nutritionniste, mais ils comprenaient la valeur nutritionnelle de la graisse et comment y accéder efficacement. Un seul exemple, les scientifiques pensent aujourd'hui que pour stocker des parties de carcasse, ils les cachaient à travers le paysage avant de les transporter vers le site de fonte. Vous savez comment toute usine doit atteindre ses objectifs de production? Eh bien, c'était pareil ici. Les experts pensent que les Néandertaliens savaient qu'il y avait un certain quota de graisse à atteindre pour que le processus, littéralement broyeur d'os, en vaille la peine. Vous allez me dire, bon, c'est qu'un seul exemple, ça ne prouve pas que les Néandertaliens étaient si avancés. C'est vrai, bien vu. Mais il y a d'autres exemples, et en voici un. Techniquement, en plus des chaînes de production alimentaire, ces gaillards avaient peut-être aussi une usine de production chimique. Figurez-vous qu'il existe des preuves que les Néandertaliens fabriquaient des outils en pierre à l'aide d'un adhésif à plusieurs composants, qu'ils ne pouvaient évidemment pas acheter en magasin. Cette fois, le siège de l'usine n'était pas en Allemagne, mais à Gibraltar, dans la grotte de Vanguard, pour être plus précis. En étudiant cette zone, les scientifiques sont tombés sur un petit foyer. Il aurait pu servir d'atelier de fabrication d'adhésifs. Il est donc probable que les Néandertaliens utilisaient le feu non seulement pour se chauffer ou cuisiner, mais comme un outil contrôlé pour produire des matériaux utiles. Voyons comment ce foyer fonctionnait. Si vous avez déjà préparé des sauces, vous savez comment elles épaississent quand la température monte. Les Néandertaliens ont sans doute remarqué quelque chose de similaire, en utilisant le feu pour sa fonction de base, la cuisson. Ils ont fait le rapprochement et se sont lancés dans la production de colle, ou plutôt de goudron. Le feu contrôlé leur permettait de réguler la chaleur avec assez de précision pour obtenir une texture parfaitement collante. Ce goudron servait ensuite à fixer des lames de pierre ou d'autres pièces tranchantes sur des manches en bois, avec des tendons ou des fibres végétales pour renforcer l'assemblage. Si vous vous demandez quelle était la recette, les scientifiques ont réussi à la reconstituer, en quelque sorte. Elle impliquait principalement des feuilles de cyste brûlées, mais il y avait un ingrédient secret pour que le processus fonctionne. Le guano. Le guano, c'est ce qui reste des excréments de chauves-souris et d'oiseaux après décomposition. Ça paraît assez dégoûtant, mais ça marchait, et c'est ce qui compte. Examinons la structure elle-même. C'est une fosse assez petite, d'environ 23 cm de diamètre et environ 9 cm de profondeur. Ses parois sont nettement découpées, et deux étroites tranchées s'étendent vers le nord et le sud. L'hypothèse est que les Néandertaliens remplissaient la fosse de feuilles de cyste, puis la scellaient avec du sable humide et de la terre, probablement mélangée avec, vous l'avez deviné, du guano, pour limiter l'entrée d'oxygène dans la chambre. Un petit feu, sans doute alimenté par des herbes et des arbustes, brûlait au-dessus de la fosse scellée. En chauffant, le matériau végétal libérait une résine épaisse et brune. Sa production nécessitait des températures avoisinant les 150 degrés Celsius, voire plus. Cependant, il a fallu aux scientifiques un certain effort pour comprendre ce qui se passait dans ce foyer. Ils ont dû analyser les résidus des parois et du sol à l'aide de plusieurs techniques chimiques, dont la spectrométrie de masse. Cette technique identifie et quantifie les molécules d'un échantillon. Elle était indispensable pour reconstituer la méthode de production probable. Une fois ces analyses effectuées, ils sont passés à l'étape suivante, qui demandait un peu d'huile de coude. Ils ont reproduit le dispositif eux-mêmes, en construisant des foyers expérimentaux identiques à l'original, en taille, forme et matériaux. En 4 essais, les foyers reconstitués ont produit de la résine avec succès, confirmant l'explication proposée. Bon, on dirait que ces chaînes de production préhistoriques prouvent que les Néandertaliens étaient bien plus futés qu'on ne le pensait. L'idée reçue, c'est que les Néandertaliens n'étaient que des chasseurs nomades, mais ce n'était probablement pas le cas. Et il ne s'agit pas seulement de leurs installations de production. Des indices suggèrent qu'ils organisaient des chasses coordonnées pour piéger des chevaux sauvages il y a environ 200 000 ans. On retourne en Allemagne, sur le site archéologique de Schöningen. Les chercheurs y ont découvert des lances en bois, des bâtons à double pointe, des outils en pierre et les restes dépecés de plus de 50 chevaux d'âges différents. Après quelques analyses, les scientifiques ont réalisé que ces découvertes étaient d'environ 100 000 ans plus récentes que les estimations précédentes. Le matériel avait été excavé dans les années 90, dans des sédiments le long de ce qui était autrefois une rive de lac.
Avec cette datation révisée, les scientifiques pensent que le site correspond à une période où les Néandertaliens vivaient déjà à travers l'Europe. Les archéozoologues affirment que ces chasseurs comprenaient suffisamment le comportement des chevaux pour organiser des chasses en groupe, guidant des familles entières de chevaux vers des points d'embuscade soigneusement choisis. Ça fait froid dans le dos. Il est probable qu'il y a environ 200 000 ans, les Néandertaliens coopéraient de manière de plus en plus complexe. La chasse organisée, la planification collective et l'action coordonnée faisaient peut-être partie de leur vie sociale, atteignant possiblement des niveaux comparables à ceux des premières communautés d'Homo sapiens. Les estimations précédentes dataient les outils de Schöningen et les restes de chevaux d'environ 300 000 ans. Il n'y avait pas d'étiquette, bien sûr. Alors les scientifiques se sont tournés vers le pollen conservé dans les couches de sédiments pour faire correspondre les changements de végétation locale avec les cycles climatiques mondiaux connus. Selon cette ancienne chronologie, les chasseurs du site auraient pu être des ancêtres des Néandertaliens ou une autre espèce humaine archaïque, Homo heidelbergensis. Mais la nouvelle chronologie désigne plus directement les Néandertaliens eux-mêmes. Pour affiner la datation du site, une équipe de scientifiques a analysé comment les acides aminés, les composants chimiques des protéines, avaient progressivement changé de structure après la mort. Ils ont examiné 4 coquilles d'escargot, 15 minuscules crustacés et 8 dents de cheval provenant de la même couche de sédiments que les lances. Après avoir mesuré ces changements moléculaires et combiné les résultats avec les données polliniques et climatiques, les chercheurs ont calculé le temps écoulé depuis la mort de ces organismes. Les résultats convergeaient vers un âge plus récent, autour de 200 000 ans, plaçant clairement les Néandertaliens dans le rôle des chasseurs à l'origine des battues de chevaux de Schöningen. L'océan avait un roi, il y a 190 millions d'années, et cette créature ne faisait que la taille d'un dauphin, mais elle inspirait la crainte à tous les autres. Un collectionneur de fossiles a découvert ces vestiges dans la roche sur la célèbre Jurassic Coast en Angleterre, près d'un lieu appelé Golden Cap dans le Dorset en 2001. Pendant des siècles avant ce jour, les gens marchaient dessus sans jamais remarquer ce trésor. Puis il a voyagé jusqu'à un musée en Ontario, au Canada. Mais il est resté là, jusqu'à ce qu'à la fin de 2025, des scientifiques réalisent qu'ils n'avaient pas sous les yeux un simple reptile marin, mais quelque chose d'unique, le seul spécimen connu de son espèce. La découverte a reçu un surnom, le Sword Dragon du Dorset, et a attiré l'attention du monde scientifique. Les ichthyosaures, le groupe auquel cet animal appartient, vivaient dans l'océan, mais ils n'ont pas grand-chose en commun avec les poissons. Voyez-les comme l'équivalent marin des cousins des dinosaures. Pendant des millions d'années, ils ont régné sur les mers, comme les requins et les baleines dominent aujourd'hui. Mais le Sword Dragon n'avait pas grand-chose en commun avec ses prédateurs. Cette créature ne mesurait qu'environ 3 mètres de long et avait une apparence assez inhabituelle. Beaucoup d'ichthyosaures avaient des crânes épais et des mâchoires puissantes, parfaites pour broyer leur proie. Au lieu de ça, l'évolution a doté notre animal d'un museau incroyablement long et étroit, fixé sur un corps taillé pour la vitesse. Les chercheurs pensent qu'il utilisait ce museau pour fendre les bancs de poissons et de calmars, assommant ou tranchant ses proies avant de les avaler. Et les yeux de notre Sword Dragon fonctionnaient comme des objectifs géants. Ils captaient le moindre rayon de lumière disponible, permettant à l'animal de voir là où la plupart des prédateurs seraient quasiment aveugles. Et dans l'océan, où la lumière du soleil ne pénètre pas très loin sous l'eau, c'est un avantage considérable. Poissons, calmars et autres proies dérivaient dans l'obscurité, pensant être à l'abri du danger. Et notre dragon pouvait les repérer sans problème. Il avait aussi un crâne assez inhabituel. La plupart des animaux, y compris nous, les humains, possèdent un petit os près des narines appelé l'os lacrymal. En temps normal, il n'a rien de particulier. Mais chez le Sword Dragon, il présentait d'étranges petites projections en forme de pointe. Quelque chose que les paléontologues n'avaient jamais observé chez aucun autre ichthyosaure. En paléontologie, ces infimes détails changent tout. Ils deviennent des indices révélant aux scientifiques qu'ils ont sous les yeux une espèce totalement nouvelle ayant vécu il y a des millions d'années. Le squelette du Sword Dragon a survécu dans un état quasi parfait et conservé sa forme tridimensionnelle sans être aplati comme beaucoup d'autres fossiles. Les scientifiques pensent même que des traces de son dernier repas se trouvent encore à l'intérieur de ses restes. Ainsi, à un moment donné, cet animal chassait des poissons dans les eaux du Jurassique. Et l'instant d'après,
il s'est figé dans le temps. Son dernier repas, enfermé dans la pierre pendant 190 millions d'années. L'histoire est devenue encore plus fascinante quand les scientifiques ont commencé à étudier les os de près. Certains os des membres et des dents présentent d'étranges déformations, ce qui signifie que l'animal a subi des blessures ou des maladies de son vivant. Le crâne porte aussi des marques de morsure d'un prédateur bien plus grand, probablement un autre ichthyosaure. Ce prédateur lui a vraisemblablement porté le coup fatal. Mais la raison principale pour laquelle les scientifiques s'intéressent tant à cet animal, c'est qu'il comble un immense vide dans les archives fossiles. Les fossiles de la période où il vivait, entre environ 193 et 184 millions d'années, sont extrêmement rares. Avant cette découverte, les paléontologues voyaient deux groupes d'ichthyosaures complètement différents dans les archives fossiles. Les plus anciens avant cette période et les plus récents après. Mais personne ne savait exactement quand ni comment ce changement s'était produit. Alors, le Sword Dragon entre en scène comme une pièce manquante du puzzle. Cette créature semblait plus proche des espèces apparues des millions d'années plus tard. Cela signifie que le grand tournant évolutif des ichthyosaures a probablement commencé plus tôt que les scientifiques ne le pensaient. Maintenant, quittons l'océan et passons à un paysage totalement différent. Un paysage qui cuisait autrefois sous le soleil impitoyable du Sahara. Il y a environ 95 millions d'années, un prédateur y marchait, tout aussi étrange que le Sword Dragon. Mais il chassait ses proies sur terre et dans les rivières plutôt que dans la mer. Le scientifique qui a dirigé la découverte a décrit cet animal comme un héron infernal. Il mesurait la longueur d'un autobus scolaire et pesait plusieurs tonnes. Son crâne avait de longues mâchoires semblables à celles d'un crocodile, garnies de dents coniques, ce qui lui permettait d'attraper facilement des poissons glissants. Mais le plus étrange, c'était une crête sur sa tête, en forme de lame courbée, un cimeterre. Son apparence était si inhabituelle que les scientifiques n'ont même pas reconnu l'espèce quand ils ont mis au jour les os en 2019. Ils n'ont compris ce qu'ils avaient qu'après être retournés sur le site en 2022 pour collecter d'autres fossiles. Les chercheurs trouvent des spinosaures dans des roches formées près d'anciens littoraux, ce qui montre clairement que ces créatures se nourrissaient en mer. Mais celui-ci a été découvert à des centaines de kilomètres de toute mer préhistorique. Les terres autour étaient autrefois couvertes de forêts et de rivières, pas de dunes de sable. Cela signifie que ce prédateur géant s'aventurait probablement dans des écosystèmes d'eau douce pour y chercher sa nourriture, plutôt que dans les eaux côtières. On dirait donc que ce dinosaure massif pataugeait dans une eau atteignant près de 2 mètres de profondeur, debout sur ses pattes robustes, scrutant la surface à la recherche de poissons. Au lieu de plonger comme un crocodile, il attendait probablement patiemment avant de refermer ses mâchoires en un éclair. Il y a plus de 200 millions d'années, un autre étrange survivant nageait dans des lacs d'eau douce et des rivières calmes de l'actuel Zimbabwe. Une espèce disparue de Dipneust. Contrairement à la plupart des poissons, les Dipneust peuvent réellement respirer de l'air. Ils possèdent des organes qui fonctionnent comme des poumons primitifs, ce qui leur permet d'absorber l'oxygène directement de l'atmosphère quand l'eau devient trop stagnante ou pauvre en oxygène. D'une certaine manière, ils vivent entre deux mondes, mi-poisson, mi-ébauche de la transition vers les animaux terrestres. Et ce super pouvoir rend les Dipneust vraiment importants pour les scientifiques. Ce sont les plus proches parents vivants des ancêtres de tous les animaux à 4 pattes. Il y avait une lacune dans nos connaissances sur ces créatures, mais cette nouvelle découverte a permis de la combler. Désormais, on sait que de nombreux Dipneust sont peut-être plus étroitement apparentés qu'on ne le pensait. Et les scientifiques peuvent mieux comprendre comment ces créatures ont survécu pendant des centaines de millions d'années. D'une certaine manière, les Dipneust sont l'un des chefs-d'œuvre de l'évolution. Ce plan ancestral a continué de fonctionner alors que des mondes entiers d'espèces naissaient et disparaissaient autour d'eux. Maintenant, remontons encore plus loin dans le temps, bien avant que les dinosaures ne règnent sur la planète. Il y a environ 275 millions d'années, une autre créature bizarre nageait dans des lacs d'eau douce de l'actuel Brésil. Les chercheurs ont identifié l'espèce à partir de 9 mâchoires inférieures fossilisées, chacune d'environ 15 cm. Au lieu de pointer vers le haut comme des dents normales, les dents de cette créature dépassaient sur les côtés. Chaque mâchoire présentait le même étrange design, prouvant que cette particularité n'était pas une anomalie, mais bien le résultat de l'évolution de l'animal. La mâchoire portait à l'intérieur de minuscules bosses denticulées. Ces structures formaient une surface de broyage. La créature possédait son propre broyeur intégré.
Les scientifiques pensent qu'elle utilisait cette bouche inhabituelle pour mâcher de petits invertébrés, voire des végétaux. C'est un régime assez inhabituel pour un animal dont les proches parents étaient principalement des carnivores. Et en parlant de sa famille, cette créature bizarre appartenait à une lignée extrêmement ancienne appelée les tétrapodes souches. C'étaient des vertébrés primitifs à 4 pattes qui ont donné naissance aux reptiles, oiseaux, mammifères et amphibiens modernes. À l'époque où Tankia vivait, la plupart de ces lignées anciennes avaient déjà disparu. Et pourtant, celle-ci avait survécu, tandis que des animaux plus récents et plus modernes évoluaient autour d'elle. Les scientifiques appellent ce type d'animal un fossile vivant. En analysant les fossiles, les chercheurs ont conclu que cette mystérieuse créature atteignait environ 1 mètre de long et ressemblait probablement à une salamandre au museau allongé. Elle nageait dans des lacs d'un monde où les continents formaient encore le supercontinent géant Gondwana. Cette découverte est aussi importante parce qu'elle aide les scientifiques à comprendre comment les écosystèmes anciens fonctionnaient et quels animaux occupaient les différents rôles dans ces communautés primitives. On vient de ramener à la vie un animal disparu. Imaginez entendre un son qui n'a pas existé sur Terre depuis 10 000 ans. Un hurlement profond résonnant dans une vallée gelée. Un son disparu bien avant les pyramides, avant les villes, avant l'histoire écrite. Pour la première fois, on pourrait ramener des traits d'animaux disparus il y a des millénaires. Pas par magie, ni en clonant des dinosaures comme dans Jurassic Park, mais par quelque chose de plus étrange. Réécrire l'ADN d'animaux vivants avec le code génétique des morts. L'une des espèces souvent mentionnées dans ce débat est le loup sinistre, un prédateur massif disparu il y a environ 10 000 ans, à la fin de l'ère glaciaire. Il ressemblait à un loup, mais plus gros, plus lourd, bâti pour chasser la mégafaune. Et maintenant, les scientifiques posent une question qui semblait impossible il y a peu. Et si l'extinction n'était pas toujours définitive ? Pendant longtemps, l'extinction signifiait la fin absolue d'une espèce. Une fois le dernier individu mort, c'était fini. Les instructions génétiques de l'animal, des milliards de lettres d'ADN, se sont dégradées. Il ne restait que des os, des fossiles et parfois des fragments d'ADN piégés dans la glace. Mais depuis 20 ans, les scientifiques ont créé des outils pour faire quelque chose d'extraordinaire. Ils peuvent lire l'ADN ancien, et pas seulement de petits morceaux. Il arrive parfois que les chercheurs reconstituent entièrement des génomes presque complets d'animaux disparus, morts il y a de cela des dizaines de millénaires. L'un des exemples les plus célèbres est le mammouth laineux. Des restes de mammouths gelés dans le pergélisol arctique sont si bien conservés qu'on peut en extraire beaucoup d'ADN. Pour vous donner une idée, le génome d'un mammouth contient environ 4 milliards de lettres d'ADN. C'est à peu près la même quantité d'informations génétiques que chez l'humain. Reconstituer ce génome, c'est comme assembler une encyclopédie passée à la déchiqueteuse. Sauf que les pages sont gelées dans des os enfouis sous la glace depuis 10 000 ans. Mais lire l'ADN n'est que le début. Le vrai défi est de transformer ces données en un organisme vivant. C'est là que la biotechnologie moderne entre en scène. Au lieu de cloner un mammouth directement, ce qui est impossible, les scientifiques utilisent une autre stratégie. Ils comparent le génome de l'animal disparu avec celui de son plus proche parent vivant. Dans le cas du mammouth, ce parent est l'éléphant d'Asie. Les deux espèces sont étonnamment similaires. Leur ADN est rigoureusement identique à plus de 99,6%. Les gènes des traits caractéristiques du mammouth, comme sa fourrure épaisse ou son sang résistant au froid, se trouvent en réalité dissimulés dans une petite poignée de gènes seulement. Les scientifiques identifient ces gènes et, avec CRISPR, peuvent insérer ces traits dans l'ADN d'éléphant. Le résultat ne serait pas un mammouth parfait. Il s'agirait plutôt d'un éléphant aux allures de mammouth, un animal doté de certaines adaptations biologiques clés de l'espèce disparue. Selon le processus de déextinction décrit par les chercheurs travaillant sur la restauration du mammouth, le travail suit plusieurs étapes. D'abord, les scientifiques collectent de l'ADN de mammouth sur des restes gelés trouvés dans des endroits comme la Sibérie et l'Alaska. Ensuite, ils séquencent plusieurs génomes de mammouth pour comprendre quels gènes contrôlaient les traits d'adaptation au froid. Puis ces gènes sont insérés dans des cellules d'éléphants en utilisant la technologie CRISPR. Si ces cellules modifiées se développent avec succès en embryon, ils pourraient grandir dans des mères porteuses éléphants ou des systèmes d'utérus artificiels.
Si tout fonctionne, le résultat pourrait être des animaux capables de survivre dans des environnements où les mammouths vivaient autrefois. Mais pourquoi tenter quelque chose d'aussi compliqué en premier lieu? Une partie de la réponse réside dans la science du climat. Pendant l'ère glaciaire, les mammouths n'étaient pas juste de grands animaux errants dans la toundra, c'était des ingénieurs de l'écosystème. Imaginez des millions d'herbivores géants se déplaçant à travers le nord de l'Eurasie. Chaque mammouth pouvait peser 6 tonnes, soit environ le poids d'un gros camion. En se déplaçant, ils abattaient des arbres, piétinaient la neige et broutaient la végétation. Sur des millénaires, cette activité constante a aidé à maintenir de vastes prairies appelées la steppe à mammouth. À son apogée, cet écosystème s'étendait sur une zone plus vaste que les États-Unis actuels, et il a pu jouer un rôle clé dans la régulation du climat arctique. Aujourd'hui, le pergélisol arctique stocke énormément de carbone, environ 1600 milliards de tonnes métriques. C'est environ 2 fois plus de carbone qu'il n'en existe actuellement dans l'atmosphère terrestre. Si ce sol gelé fond, des quantités massives de gaz à effet de serre pourraient être libérées. Certains scientifiques pensent que les grands herbivores pourraient aider à ralentir ce processus. En piétinant la neige et en favorisant les prairies, ils pourraient aider à garder le sol plus froid. En d'autres termes, ramener des animaux de type mammouth pourrait non seulement recréer une espèce disparue, mais aussi stabiliser tout l'écosystème arctique, du moins en théorie. Bien sûr, tout le monde n'est pas d'accord pour dire que c'est une bonne idée. L'introduction d'animaux génétiquement modifiés dans les écosystèmes modernes soulève de nombreuses questions. Par exemple, que se passe-t-il si ces animaux se comportent différemment de ce qui est prévu? Ou s'ils se reproduisent plus vite que ce que l'écosystème peut supporter? Ou s'ils propagent des maladies à la faune existante? Même de petits changements écologiques peuvent avoir des effets en cascade. Par exemple, quand les loups ont été réintroduits à Yellowstone dans les années 1990, tout l'écosystème a changé, des cerfs aux cours d'eau. Maintenant, imaginez introduire des animaux qui n'ont pas existé depuis 10 000 ans. Les conséquences écologiques pourraient être imprévisibles. Il y a aussi une autre préoccupation dont les scientifiques discutent souvent. C'est ce qu'on appelle parfois le risque moral de la déextinction. L'idée est simple. Si les gens commencent à croire que les espèces éteintes peuvent toujours être ramenées plus tard, ils pourraient se sentir moins pressés de protéger les espèces menacées aujourd'hui. Pourquoi s'inquiéter de l'extinction si la science peut l'inverser? Cependant, des études examinant les attitudes du public suggèrent que la situation pourrait être plus complexe. Le simple fait de connaître la déextinction ne rend pas nécessairement les gens plus à l'aise avec la disparition des espèces. Mais les scientifiques soulignent tout de même un point important. La déextinction ne peut pas vraiment inverser l'extinction. Même avec l'édition génétique avancée, recréer une espèce identique est extrêmement improbable. Ce que les scientifiques peuvent créer, ce sont des approximations génétiques, des animaux qui ressemblent à des espèces éteintes et peuvent jouer des rôles écologiques similaires, mais ce ne sont pas des copies parfaites du passé. Et pourtant, les technologies développées pour la déextinction pourraient tout de même avoir une valeur énorme. Les mêmes outils génétiques pourraient aider les scientifiques à protéger les animaux en danger aujourd'hui. Par exemple, l'édition génétique pourrait potentiellement accroître la diversité génétique dans les petites populations ou aider les espèces à s'adapter au changement climatique. En d'autres termes, le véritable héritage de la déextinction ne sera peut-être pas de ressusciter des espèces disparues, ce sera peut-être de prévenir de futures extinctions. Pendant des milliers d'années, l'extinction a semblé être une porte à sens unique. Une fois franchie, il n'y avait plus de retour possible. Mais la biotechnologie moderne remet en cause cette idée. Les scientifiques ne ramènent pas les animaux de l'ère glaciaire à l'identique, mais pour la première fois, nous pourrions restaurer leur biologie et les écosystèmes qu'ils ont façonnés. Cela nous laisse face à une question inédite pour l'humanité. Si l'on peut inverser partiellement l'extinction, quelle prudence devrions-nous alors adopter? Il y a 40 000 ans, quelqu'un a gravé quelques lignes et points minuscules sur un morceau d'os. Et cette petite marque pourrait être le plus ancien disque dur jamais créé par l'humanité. Les scientifiques pensent aujourd'hui que ces hommes de l'ère glaciaire ne gribouillaient pas au hasard, mais enregistraient de véritables informations. Des données structurées, organisées, reproductibles. Et cette découverte bouleverse complètement la chronologie de l'intelligence humaine. Pendant des décennies, les archéologues n'ont cessé de trouver d'étranges symboles gravés sur des outils et des sculptures de l'âge de pierre. Des formes simples, croix, points, traits courts et petites encoches taillées dans l'os ou l'ivoire. On les retrouvait dans des grottes à travers toute l'Europe, en Allemagne, en France et en Espagne. Ils apparaissaient sur des figurines animales sculptées, des outils et des ornements. Les archéologues les ont datés d'environ 34 000 à 45 000 ans.
Ce qui signifie que ces symboles ont été créés pendant l'ère glaciaire, quand les glaciers recouvraient d'immenses portions de la planète et que les mammouths parcouraient encore les plaines. Pendant longtemps, les chercheurs ont cru que ces signes ne signifiaient rien de particulier. Peut-être des décorations, peut-être de l'art tribal. Mais une nouvelle étude informatique, menée par un linguiste et un archéologue, a montré qu'il s'agissait davantage de données que de décorations. L'équipe a analysé plus de 3000 symboles individuels gravés sur environ 260 artefacts. Ils ont étudié chaque marque et les ont intégrés à des modèles statistiques, le même type de mathématiques utilisé pour étudier les structures linguistiques ou entraîner l'intelligence artificielle. L'objectif n'était pas encore de traduire ces signes. Personne ne sait exactement ce qu'ils signifient. Les scientifiques ont plutôt examiné ce qu'on appelle la densité d'informations, c'est-à-dire la quantité de données significatives qu'on peut stocker dans une séquence de symboles. Quand les chercheurs ont analysé les résultats, ils ont constaté que les séquences de symboles avaient presque la même densité d'informations que le proto-cunéiforme. C'est le plus ancien système d'écriture connu, originaire de Mésopotamie antique vers 3000 avant notre ère, soit environ 40 000 ans plus tard. Certains signes de ces gravures glaciaires se répètent de manière prévisible. Croix, 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 trait, trait, point. Cette répétition ressemble à un encodage primitif de données, où les motifs se répètent parce qu'ils stockent des informations structurées. Les chercheurs ont aussi analysé l'entropie des messages codés. L'entropie mesure le degré d'imprévisibilité d'une séquence. Une entropie élevée signifie de nombreuses combinaisons possibles, comme un mot de passe complexe. Une entropie faible signifie une répétition prévisible. Et il semble que les systèmes de symboles de l'ère glaciaire aient des niveaux d'entropie très proches des premières tablettes proto-cunéiformes. La quantité d'informations que ces gravures pouvaient stocker correspond donc à peu près aux premiers documents écrits des premières cités. Cela prouve que les humains n'ont pas inventé l'écriture de nulle part il y a 5000 ans. Ils ont en réalité passé des dizaines de milliers d'années à expérimenter des systèmes d'encodage symbolique, augmentant progressivement leur complexité jusqu'à l'invention de la véritable écriture. L'un des exemples les plus fascinants d'un tel message codé provient d'une grotte du sud-ouest de l'Allemagne. Les archéologues y ont découvert une petite figurine de mammouth sculptée dans de l'ivoire de défense, assez petite pour tenir dans la paume de la main. Une rangée nette de croix et de points gravés court le long de sa surface. Un autre objet, appelé l'adorant, est une fine plaquette d'ivoire trouvée dans une autre grotte allemande, ornée d'une étrange créature mythique mi-humaine, mi-lion. La figure s'étire vers le haut, comme si elle vénérait quelque chose. Et sur son corps, quelqu'un a gravé des rangées de petits points et d'encoches soigneusement espacés. Il y a aussi la célèbre sculpture de l'homme-lion. En observant le bras de près, on distingue des entailles régulièrement espacées le long du membre. Ces marques semblent intentionnelles, délibérées, presque rythmiques. Elles ressemblent moins à de la décoration qu'à des entrées dans un registre, ce qui fait de ces artefacts une sorte de clé USB en ivoire. Et puisque ces anciennes clés USB apparaissent dans différentes régions d'Allemagne et ailleurs en Europe, cela pourrait signifier que les humains de l'ère glaciaire partageaient ces messages symboliques sur d'immenses distances. Ces chasseurs-cueilleurs vivant à des milliers de kilomètres les uns des autres reconnaissaient probablement les mêmes motifs gravés sur des outils en os. Bien sûr, les scientifiques ignorent encore la signification exacte de ces symboles. Ils pourraient représenter des calendriers saisonniers, des cycles migratoires, des marqueurs de clans ou des concepts liés à des rituels. La découverte la plus importante pour l'instant n'est donc pas la traduction, mais la structure de ces signes qui fonctionnent comme un système. Ce système de codage n'est pas la seule preuve que des esprits anciens ont inventé des systèmes complexes bien avant l'arrivée des technologies modernes. Il existe une épaisse dalle ovale de calcaire dans un musée aux Pays-Bas. Des archéologues l'ont exhumée à la fin des années 1800 et ont supposé qu'il s'agissait d'un plateau de jeu romain. Le problème, c'est que personne n'arrivait à en comprendre les règles. Les lignes gravées ne correspondaient à aucun jeu antique connu. Ce n'est qu'en 2026 que des chercheurs ont enfin résolu le mystère grâce à l'intelligence artificielle. En observant la pierre de près, on remarque que certaines rainures sont légèrement plus profondes que d'autres. Cela signifie que des joueurs ont fait glisser des pièces le long de ces lignes à répétition, usant la pierre au fil du temps. Des experts en conservation ont réalisé des scans 3D extrêmement détaillés de la surface du calcaire pour analyser ces traces d'usure. Ces scans révèlent des différences de profondeur plus fines qu'un cheveu humain. Chaque petite rainure est devenue un indice sur la façon dont les joueurs déplaçaient autrefois leurs pièces.
L'équipe a ensuite fait appel à un système spécial de simulation de jeux par intelligence artificielle, conçu pour comprendre les jeux de plateau. Ils ont alimenté le système avec les règles d'environ 100 jeux historiques et lui ont demandé de tester des possibilités sur une copie numérique du plateau romain. L'IA a joué des milliers de parties simulées contre elle-même, essayant à chaque fois différentes combinaisons de règles. Pour chaque ensemble de règles, elle suivait les déplacements des pièces et comparait ses trajectoires aux traces d'usure sur la vraie pierre. Elle a répété ce processus environ 1000 fois par ensemble de règles, jusqu'à ce que certains motifs finissent par correspondre parfaitement. Le système a réduit toutes les possibilités à un petit groupe de jeux de blocage apparentés. Dans ce type de jeu de stratégie, 2 joueurs déplacent des pièces le long de parcours fixes, en essayant de piéger les pièces adverses dans des coins ou des impasses. Si vous avez déjà joué au morpion ou aux dames, vous comprenez le principe. Contrôlez l'espace, anticipez le prochain coup de l'adversaire et refermez le piège. Les simulations montrent que les Romains jouaient très probablement avec de petits jetons en verre, en os ou en céramique, glissant le long de ces rainures gravées. Et cette découverte est plus importante qu'on ne le pense. Les historiens croyaient que les jeux de blocage étaient apparus au début du Moyen-Âge européen, des siècles après la chute de l'Empire romain. Mais ce plateau de calcaire leur a montré que de tels jeux existaient près de 1000 ans plus tôt. Les joueurs romains disposaient donc de jeux de stratégie qui les aidaient à développer l'anticipation, la reconnaissance de schémas et la réflexion sur différentes combinaisons et possibilités. Voyageons maintenant encore plus loin dans le temps, bien avant les cités romaines et toute forme d'écriture. Notre destination, les gorges d'Olduvai, dans le nord de la Tanzanie, l'un des plus anciens sites archéologiques majeurs de la Terre. En 2025, des chercheurs étudiant la zone ont découvert quelque chose d'inattendu dans des sédiments anciens. Un ensemble d'outils fabriqués à partir d'os longs d'éléphants et d'hippopotames, datant d'environ 1,5 million d'années. Les scientifiques ont trouvé 27 outils en os, certains mesurant près de 38 cm, taillés en lames tranchantes. Les premiers humains les utilisaient très probablement sur des carcasses animales ou pour travailler des matériaux résistants. À première vue, il semble simple, mais il apparaît que les artisans les ont façonnés par percussion, le même procédé utilisé pour tailler les outils en pierre. La percussion consiste à frapper un matériau avec précision pour en détacher de petits éclats et former progressivement un tranchant. L'os se comporte très différemment de la pierre. Il contient du collagène, ce qui le rend légèrement souple et élastique. Si on frappe trop fort, il se brise de façon imprévisible. Trop doucement et rien ne se passe. Celui qui fabriquait ces outils comprenait donc le comportement du matériau. Il adaptait sa technique pour façonner l'os sans le détruire. Les archéologues pensent qu'Homo erectus, une espèce humaine primitive aux proportions corporelles proches des nôtres, a créé ces instruments. Il semble aussi que les artisans préféraient les os longs et épais, les parties les plus solides du squelette animal. Pour faire ce choix, il faut comprendre l'anatomie et la résistance des matériaux. Les ingénieurs d'aujourd'hui utilisent encore cette même logique pour choisir les matériaux de leurs machines. Quand on rassemble toutes ces découvertes, on constate que nos ancêtres ont conçu des systèmes, inventé des technologies, stocké des informations et joué à des jeux complexes bien avant l'apparition de la civilisation moderne. Nous ne sommes donc pas devenus intelligents du jour au lendemain. Nous construisons notre savoir depuis des dizaines de milliers d'années. Ils creusaient un puits quand ils ont heurté quelque chose qui les a stoppés net. Leurs pelles ont frappé de la pierre, et en dégageant la terre, les fermiers ont découvert des blocs alignés, comme les briques d'une muraille de forteresse. Ça s'est passé au Texas, en 1852. Et encore aujourd'hui, personne n'a d'explication unique pour ce qui ressemble à une ville secrète, enfouie sous des rues tranquilles et des pelouses de jardin. Les ouvriers qui ont trouvé le puits ont affirmé que la structure s'étendait sur des kilomètres. Par endroits, elle descendait à plusieurs mètres sous la surface. Les pierres avaient un agencement étrangement régulier, comme si quelqu'un les avait empilées. Et à certains endroits, les formes dessinaient même des arches. D'autres sections ressemblaient à des fenêtres ou des marches montantes. Très vite, on l'appela la Grande Muraille du Texas. Et l'histoire s'est répandue rapidement. Des fermiers, des bâtisseurs et des curieux du coin ont tous attrapé des pelles et se sont mis à creuser partout, espérant comprendre ce que c'était vraiment. Et c'est là qu'ils ont remarqué que les blocs semblaient séparés par des joints qui ressemblaient étrangement à du mortier. C'était vraiment difficile de croire que la nature pouvait empiler du calcaire en angle droit et en ligne parallèle comme ça. Et puis, tout est devenu encore plus étrange.
En 1886, un journal local rapporta la découverte d'un crâne pétrifié près du mur. Il mentionnait aussi des chambres souterraines, des salles perdues sous le sol texan et des vestiges de quelque chose de puissant et d'ancien. Et puis, presque aussi vite qu'elle était apparue, l'histoire a disparu de la presse. Pas d'article de suivi, pas de crâne conservé dans un musée. Aucune enquête officielle sur laquelle quiconque pouvait s'appuyer. C'était comme si l'histoire s'était volatilisée. Les gens étaient intrigués et voulaient savoir si quelqu'un avait étouffé cette découverte volontairement. Certains ont suggéré que des institutions puissantes avaient fait disparaître les artefacts. Avec le temps, les théories se sont accumulées. Des civilisations perdues, des géants antiques, et même un équivalent nord-américain de la Grande Pyramide. Mais ensuite, la science moderne est intervenue avec des foreuses. Des géologues ont foré en profondeur dans la formation et prélevé des échantillons de roches. Puis, ils ont réalisé des tests paléomagnétiques. Quand les roches se forment, de minuscules minéraux magnétiques à l'intérieur s'alignent avec le champ magnétique terrestre du moment. Un peu comme des aiguilles de boussole microscopiques figées sur place. Si des ouvriers avaient taillé ces blocs ailleurs, disons extraits d'une carrière, puis transportés et assemblés en murs, les signatures magnétiques à l'intérieur des roches auraient pointé dans des directions différentes. Chaque bloc porterait l'empreinte de l'endroit où il s'est formé à l'origine. Mais tous les échantillons avaient la même orientation magnétique, ce qui signifie que la pierre s'est formée exactement là où elle se trouve aujourd'hui. Les chercheurs ont découvert que le mur était constitué d'un calcaire rare. Ce matériau peut se fracturer en ligne étonnamment droite en durcissant sous terre. Sur de longues périodes, l'érosion ouvre ces fractures et elles peuvent ressembler exactement à des murs construits par l'homme. C'est comme de la boue, quand elle sèche, elle se fissure en motifs géométriques bien nets. Maintenant, imaginez ce processus sous terre, lentement, sur des millions d'années, à plus grande échelle. Aujourd'hui, les scientifiques confirment que la formation de Rockwall est naturelle. Elle semble seulement construite par des humains. Récemment, une famille dont les ancêtres faisaient partie des premiers colons de Rockwall a fait don d'un terrain à la ville, là où se trouve le site original de l'excavation du mur. Et comme l'intérêt pour cet endroit perdure, les autorités municipales prévoient de rendre le mur original accessible au public. Rockwall n'est pas un cas isolé. En 1968, 3 plongeurs ont repéré de grands blocs rectangulaires de calcaire près de North Bimini, aux Bahamas. Les blocs étaient alignés en ligne droite sur 800 mètres. Les plongeurs l'ont appelée la route de Bimini. Elle est faite de blocs massifs et anguleux de calcaire, certains mesurant jusqu'à 4 mètres. Beaucoup de ces blocs semblaient avoir eu des angles droits à l'origine, comme si quelqu'un les avait taillés et placés là délibérément. Les 3 plongeurs ont fait cette découverte à une époque où le monde entier s'enthousiasmait pour l'Atlantide. Du coup, les gros titres ont immédiatement fait le lien et posé sérieusement la question: est-ce que ce serait la première trace physique de la civilisation légendaire de Platon? On n'a toujours aucune preuve archéologique confirmant qu'elle a réellement existé. Mais le moment de la découverte et la forme des pierres de Bimini ont convaincu beaucoup de gens que c'était ça. Mais ensuite, les géologues ont expliqué que la roche de plage se forme quand du sable et des fragments de coquillages se cimentent dans des eaux chaudes et peu profondes. Les blocs de Bimini sont composés de petites boulettes de boue, de grains de sable, de morceaux de coquillages, de restes de minuscules organismes marins unicellulaires et de fragments d'algues. Avec le temps, des réactions chimiques ont lié ces matériaux en dalles de calcaire solide. Des fractures naturelles ont divisé ces dalles en blocs rectangulaires. Quand le niveau de la mer a monté à la fin de la dernière ère glaciaire, l'eau a progressivement submergé la formation. Les vagues et les courants ont érodé le sable, donnant à certains blocs un aspect surélevé ou en retrait. Ensuite, les chercheurs ont effectué des datations au carbone 14 sur des échantillons de roches, des coquillages incrustés dedans et le ciment de carbonate qui maintenait le tout ensemble. C'est comme ça qu'ils ont découvert que les pierres avaient environ 2000 ans. C'est bien après la supposée disparition de l'Atlantide il y a 12 000 ans. Alors non, la route de Bimini ne mène pas à l'Atlantide. Mais elle aide les scientifiques à mieux comprendre comment les côtes évoluent, comment les sédiments durcissent et comment la montée des eaux remodèle les continents. Il existe une autre structure mystérieuse qui pourrait avoir un lien avec l'Atlantide. Voici l'œil du Sahara, ou plus officiellement, la structure de Richa en Mauritanie. Depuis l'espace, ça ressemble à une cible de 40 km de diamètre gravée dans le désert. Des anneaux concentriques ondulent vers l'extérieur, comme si quelqu'un avait laissé tomber un caillou cosmique. Ceux qui l'ont vu en premier ont pensé à un impact de météorite.
Et une nouvelle théorie le relie à l'Atlantide. Ils disent que ça correspond exactement à la description de Platon, avec une île centrale entourée de 3 anneaux d'eau et 3 anneaux de terre. L'œil du Sahara est totalement sec aujourd'hui. Mais imaginez qu'on le descende au niveau de la mer. L'eau de l'océan s'engouffrerait dans ses creux et boum, on obtient quelque chose qui ressemble énormément à la fameuse cité de Platon. Les dimensions semblent assez proches. Platon disait que la partie principale de l'Atlantide mesurait environ 18 km de diamètre, et la structure de Risha fait à peu près 21 km de large. Mais attention, l'Atlantide a soi-disant sombré dans l'océan. Donc pour que ça colle, l'œil devait se trouver au niveau de la mer il y a très longtemps. Les partisans de cette idée affirment que tout ce morceau du nord-ouest de l'Afrique s'est lentement soulevé au cours des 11 000 dernières années. Ils disent qu'il se trouvait juste au bord de l'océan, aux alentours de 9600 avant notre ère, ce qui correspond exactement à l'époque du récit de Platon. Pour étayer ça, ils montrent des tonnes de sel à l'intérieur des anneaux sur les images satellites, affirmant que ça prouve que l'eau de mer se trouvait là autrefois. Ils voient aussi du sable tout autour de l'œil, qui ressemble à ce que laisserait une vague géante. Une vague pareille aurait totalement anéanti toute cité à cet endroit, exactement comme la vague qui aurait englouti l'Atlantide. Tout ça semble plutôt convaincant, mais les vrais scientifiques et historiens ne sont absolument pas d'accord. Parce que quand on regarde de près, les faits ne tiennent pas. Oui, l'œil a 3 crêtes bien nettes, mais si on mesure les 3, l'ensemble s'étend bien au-delà de 21 km. A l'inverse, si on ne mesure que 21 km, il faut complètement exclure la 3e crête. Donc ça ne correspond pas à la description de Platon, car on ne peut avoir les deux à la fois. Les images satellites modernes montrent que l'œil s'est formé à partir de couches rocheuses soulevées par du matériau en fusion sous la surface. L'érosion du vent et de l'eau a ensuite épluché ces couches comme un oignon pendant au moins 100 millions d'années. Les roches les plus anciennes sont au centre. Les couches plus jeunes s'étendent en anneaux vers l'extérieur. C'est un dôme, pas un cratère ou une cité. À l'intérieur de la structure, les scientifiques ont trouvé des roches ignées, du magma solidifié et des couches sédimentaires tordues par une pression immense. L'eau chaude a chimiquement transformé les roches, laissant des signatures supplémentaires. Des outils en pierre anciens dispersés dans la région montrent que des humains primitifs y sont passés. Ce site fait désormais partie des lieux de patrimoine géologique les plus importants de la planète. Au cœur d'une grotte glacée en Roumanie, des scientifiques ont extrait une couche de glace vieille de 5000 ans. À l'intérieur, une bactérie qui adore le froid dormait. Elle est revenue à la vie et a résisté à certains de nos antibiotiques les plus puissants. Alors, si la glace peut préserver quelque chose comme ça, sommes-nous en danger à mesure que la planète se réchauffe et que les glaces anciennes commencent à fondre ? La glace, c'est comme une bibliothèque qui archive les hivers. Chaque nouvelle chute de neige ou goutte d'eau qui gèle ajoute une couche supplémentaire. Les scientifiques peuvent découper ces couches pour voir ce que le vent transportait à l'époque. Ils y trouvent de la poussière piégée, du pollen ancien ou même des microbes égarés. Les calottes glaciaires polaires sont la plus grande bibliothèque de ce type sur Terre, avec des archives qui remontent à plus de 800 000 ans. Mais pas besoin d'aller jusqu'en Antarctique pour trouver de la glace ancienne. La planète regorge de congélateurs souterrains cachés. L'un des plus grands, c'est la grotte de glace de Scarissoara, en Roumanie. Nichée au cœur d'une montagne calcaire, cette caverne renferme plus de 100 000 mètres cubes de glace solide. Y descendre, c'est déjà toute une aventure. Les chercheurs descendent un escalier métallique abrupt sur environ 50 mètres de profondeur dans la grotte. Debout sur le sol gelé, ils utilisent des foreuses creuses pour extraire d'énormes tubes de glace. Une fois, ils ont sorti une carotte de 25 mètres, soit la hauteur d'un immeuble de 8 étages. Cette glace datait de 13 000 ans, bien avant la civilisation humaine. Mais la vraie surprise, c'était la bactérie qu'ils ont trouvée piégée à l'intérieur. Les bactéries sont de minuscules cellules, des sacs microscopiques de réactions chimiques. Elles se multiplient en copiant leur ADN, puis en se divisant en deux. C'est un processus qu'on appelle la fission binaire. Si les conditions sont bonnes, elles peuvent doubler leur nombre en 20 minutes chrono. La plupart des bactéries capables de nous infecter aiment la chaleur. Autour de 37 degrés Celsius, c'est leur zone de confort. Mais celle de la grotte roumaine appartient à une toute autre catégorie. Son nom est un peu inquiétant. Psychrobactère. Mais pas de panique, ça veut juste dire qu'elle préfère le froid.
Elles se développent mieux à des températures fraîches, genre celle d'un frigo. Notre corps serait comme un sauna pour elle, mais elle n'est pas inoffensive pour autant. La glace préserve les choses en appuyant sur le bouton pause absolue. Privées d'eau liquide, les réactions chimiques qui normalement détruisent une cellule s'arrêtent complètement. Tant que la congélation profonde maintient la cellule intacte, le microbe peut survivre en veille pendant des millénaires. Mais donnez-lui un peu de chaleur et des nutriments frais en laboratoire, et elle se réveille aussitôt. Les scientifiques ont testé cette souche contre 28 antibiotiques. Elle a résisté à 10 d'entre eux. Les 18 autres fonctionnaient encore, au moins partiellement. Mais 10 échecs sur 28, c'est suffisant pour attirer l'attention des chercheurs. Ensuite, ils ont analysé son ADN. À l'intérieur, ils ont trouvé plus de 100 gènes liés à la résistance aux antibiotiques, ainsi que près de 600 gènes qu'on ne comprend pas encore totalement. Il y a aussi un détail important. Comme cette bactérie est rare, les scientifiques ont dû comparer son comportement avec celui d'espèces similaires. Donc la résistance est bien réelle, mais on ne peut pas directement en conclure que ça se passerait pareil dans un hôpital. En laboratoire, ce petit microbe a montré qu'il pouvait activement interférer avec d'autres organismes. Les chercheurs ont identifié 11 gènes spécifiques dans son ADN liés à la production de composés capables de supprimer ou d'inhiber des bactéries, des champignons et peut-être même des virus. En termes simples, c'est comme un petit soldat en armure. Ça, c'est la résistance aux antibiotiques. Mais il transporte aussi des bombes aérosols dans son sac, capables d'endommager d'autres microbes. Ce n'est pas inhabituel dans la nature. Les microbes sont en compétition permanente et beaucoup survivent en fabriquant des molécules qui éliminent leurs rivaux. C'est d'ailleurs comme ça que beaucoup de nos antibiotiques ont été découverts à l'origine. Cette souche possède donc deux caractéristiques importantes. Elle tolère certains antibiotiques et elle peut produire ses propres composés antimicrobiens. Cette combinaison n'en fait pas un organisme invincible capable d'anéantir l'espèce humaine. Mais ça signifie qu'elle possède des outils biologiques qui ont évolué bien avant que les humains ne commencent à fabriquer des médicaments. Voilà ce qui rend des bactéries comme celle-ci potentiellement problématiques. Pas parce qu'elle peut foncer dans votre sang et y établir une colonie. Elle n'est pas faite pour la chaleur du corps humain. Le vrai casse-tête vient de la façon dont les bactéries se comportent entre elles. Elles échangent activement des améliorations génétiques, pas comme des footballeurs échangeant leur maillot, mais comme des entraîneurs partageant leurs tactiques. Les bactéries se transmettent de petits anneaux d'ADN appelés plasmides, qui contiennent des instructions de survie supplémentaires. D'autres fois, les microbes récupèrent simplement du code génétique qui traîne dans leur environnement, un peu comme trouver un portefeuille par terre. Le résultat ? On ne veut surtout pas que ces gènes de résistance aux antibiotiques finissent dans une bactérie moderne qui prospère chez l'humain. Créer un super microbe demande un enchaînement d'événements très malchanceux. Le germe ancien doit transmettre son ADN à un germe moderne. Ensuite, le nouvel hôte doit réellement l'assimiler. La plupart du temps, ce processus échoue. Mais le réchauffement de la planète pourrait changer la fréquence de ces rencontres accidentelles. Plus de brassage signifie plus de chances pour ces améliorations. Et on n'a pas besoin de deviner comment le dégel peut causer des problèmes, parce qu'on a déjà un exemple concret. En 2016, une vague de chaleur a frappé la péninsule de Yamal en Sibérie, avec des températures rapportées autour de 35 degrés Celsius. Autant dire un temps de plage pour un endroit censé rester gelé. Peu après, une épidémie d'anthrax est apparue chez les rennes locaux. Et il y a aussi eu des infections humaines. L'anthrax est une maladie causée par une bactérie appelée Bacillus anthracis. Cette bactérie a un tour de survie. Quand les conditions deviennent difficiles, elle peut se transformer en spore. Elle entre en mode veille et reste comme ça pendant des décennies. La chaleur a contribué à dégeler le sol perturbé qui gardait ses spores scellés. Et une fois que les animaux en pâturage les ont rencontrés, tout le cycle a recommencé. Mais les bactéries ne sont pas les seuls microbes que le froid peut préserver. Les virus aussi peuvent s'en sortir. Des scientifiques ont effectivement extrait d'anciens virus géants du pergélisol sibérien. Ils ont gagné ce nom pour une raison très littérale. Les virus normaux sont si incroyablement petits qu'il faut un microscope électronique ultra perfectionné juste pour en voir un contour flou. Les virus géants sont énormes. Ils dépassent certaines bactéries en taille. On pourrait facilement les repérer avec un microscope basique de lycée. Et après 30 000 ans à l'intérieur d'un bloc de glace,
les chercheurs les ont ramenés à la vie avec succès. Les virus ont immédiatement envahi des cellules vivantes et ont commencé à se reproduire. Par précaution, l'équipe a utilisé de simples amibes comme cobayes au lieu de cellules humaines. Mais si on peut faire ça avec un virus aussi ancien, pourrait-il y avoir d'autres virus dans le pergélisol? Peut-être quelque chose qui cible les animaux, voire les humains? La réponse courte, c'est exactement ça, peut-être. Mais attendez, pas besoin de construire un bunker pour l'instant. Les virus sont des spécialistes biologiques. Ce sont des mangeurs extrêmement difficiles. Pour affecter une cellule, un virus doit s'accrocher à sa surface comme une clé qui entre dans une serrure. Un virus conçu pour affecter un mammouth laineux ou une amibe préhistorique a probablement la mauvaise clé pour une cellule humaine. Notre biologie est juste assez différente pour que la porte reste verrouillée. Cela dit, on n'est pas totalement tiré d'affaire. Des scientifiques ont trouvé des traces génétiques de choses qu'on connaît bien, comme la grippe espagnole de 1918 et même la variole, préservée dans le pergélisol et des restes congelés. Mais trouver des fragments de code génétique, c'est très différent de trouver un virus pleinement fonctionnel, capable de se réactiver et de déclencher une infection. La plupart du temps, le temps et les radiations naturelles ont transformé ces trucs en résidus inoffensifs. La menace réaliste, ce n'est pas une peste apocalyptique de zombies, c'est une perturbation de l'écosystème. Si des quantités massives de microbes anciens envahissent l'océan, ils pourraient dérégler la base de la chaîne alimentaire. Éliminer un plancton spécifique et les poissons affamés créent un effet domino qui touche les animaux plus gros. La fonte des glaces est un problème au ralenti qui se joue sur des siècles. La science et la médecine sont bien éveillées et surveillent tout ça. L'humanité a déjà bien assez de soucis au quotidien. Alors, les germes préhistoriques méritent d'être tout en bas de votre liste d'inquiétudes. C'est un tube de 230 mètres qui remonte à environ 23 millions d'années. C'est un tube de 230 mètres qui remonte à environ 23 millions d'années. La carotte a révélé que cette zone de l'Antarctique Ouest était autrefois un océan ouvert. Autrement dit, la calotte glaciaire s'était déjà effondrée. Et si elle cède à nouveau, la montée des eaux pourrait transformer les villes côtières en aquariums et redessiner la carte du monde. Pour en savoir plus, une équipe de recherche internationale a installé un camp sur un site appelé Crary Ice Rise. C'est comme un gigantesque radeau gelé accroché à l'Antarctique, coincé sur des bosses rocheuses au fond de l'océan. Ces bosses agissent comme un frein, retenant la glace continentale. Mais l'eau plus chaude de l'océan commence à faire fondre le radeau par en dessous. Si la glace s'amincit et se décolle de ces rochers, le frein disparaît et la glace continentale file droit dans l'océan. C'est pour ça que les scientifiques ont décidé de forer ici. Forer un trou droit à travers 500 mètres de glace, ça semble impossible. On ne peut pas le faire avec une foreuse classique. L'équipe a donc utilisé une foreuse à eau chaude sur mesure. C'est en gros un nettoyeur haute pression surchauffé. Il projette de l'eau quasi bouillante vers le bas pour creuser un tunnel vertical d'environ 30 cm de large. Le problème, c'est que la glace essaie de refermer le trou. Le continent lui-même dit « Non !» Si l'eau chaude s'arrête ne serait-ce qu'un instant, le tunnel commence à regeler et le trou se referme. Et comme ils étaient au milieu d'un désert glacé, il a fallu installer un petit campement de tentes avec sa propre alimentation électrique. La station la plus proche est à environ 700 km, donc la moindre panne sérieuse pouvait compromettre tout le projet. Pour comparaison, la station spatiale est à environ 400 km au-dessus de la Terre. Donc cette expédition a dû être planifiée presque comme une mission spatiale. Certes, l'ISS reste plus difficile d'accès, mais vous voyez l'idée. Si le camp perdait le courant, les chercheurs devaient réparer en 1 ou 2 jours, sinon le trou pouvait geler complètement. Vous savez peut-être déjà que la glace peut piéger des microbes anciens et des particules de l'air. La neige tombe, gèle et s'empile en couches. Chaque couche piège tout ce qui flottait dans l'air à ce moment-là. De la poussière, des gaz, même de minuscules organismes. C'est comme ça que les scientifiques lisent le passé. Ces couches empilées, on les appelle des carottes de glace. Mais les chercheurs ne s'intéressaient pas à la glace. Ce qu'ils ont récupéré, c'est une carotte de sédiments. Au lieu de neige gelée, c'est un long tube de boue et de roches forées dans le fond marin sous la glace. Voyez ça comme ça, les carottes de glace enregistrent ce qu'il y avait dans l'air. Les carottes de sédiments enregistrent ce qui se passait dans l'océan.
Tout ce qui flotte dans l'eau finit par couler. Quand un plafond massif de glace épaisse recouvre entièrement l'océan, l'eau en dessous plonge dans le noir total. Sans lumière du soleil, aucune plante ne pousse. La seule chose qui tombe au fond, c'est de la roche broyée, Arrachée au sol par la glace en mouvement au-dessus. Quand le climat se réchauffe, la glace recule et le soleil ramène la vie. Le fond marin recommence à accumuler une couche d'eau libre. Avec le temps, un schéma se répète. De la roche granuleuse sous la glace, de la boue claire pleine de coquilles sang. C'est comme si la Terre créait un code-barre à l'intention des scientifiques. Quand l'équipe de forage a enfin ouvert son énorme tube de boue, Il était rempli de fossiles marins, les restes physiques d'anciens micro-organismes océaniques. et ces organismes ont absolument besoin de lumière pour survivre. Toute leur chaîne alimentaire repose sur de grandes proliférations d'algues à la surface de l'océan. Donc, les trouver là est une preuve solide que dans des conditions plus chaudes, la glace avait complètement disparu. Cette disparition totale, c'est ce qui est inquiétant dans le comportement de l'Antarctique Ouest. La glace ne fond pas simplement centimètre par centimètre de façon lente et prévisible. Elle a un point de basculement intégré. Ces fossiles des grands fonds suggèrent qu'une fois l'océan assez chaud pour soulever la glace et relâcher ce frein rocheux, tout le radeau gelé peut subir une défaillance totale. Il peut tout simplement disparaître, et c'est ce type d'effondrement qui inquiète les scientifiques. Les chercheurs appellent ce comportement irréversible l'hystérésis. Voici Billy. Il est assis sur une luge en haut d'une colline enneigée. La luge est orientée vers le bas, mais Billy ne bouge pas encore parce que la neige le retient. Puis, quelqu'un donne une petite poussée à la luge. Au début, c'est juste un lent glissement. Mais une fois que le patin commence à glisser, la gravité prend le dessus et la luge accélère toute seule. Le point clé, c'est que même si la personne qui a poussé Billy le regrette aussitôt, la luge ne s'arrêtera pas. Les grandes calottes glaciaires fonctionnent de la même manière. Poussez la planète au-delà d'un certain seuil et le recul peut continuer seul. Même si les températures baissent à nouveau des siècles plus tard, la fonte ne freine pas automatiquement. Alors, les scientifiques essaient de déterminer à quel point il faut que ça se réchauffe pour que l'Antarctique Ouest entre dans ce mode irréversible. Une estimation situe le seuil de danger à environ 2 degrés Celsius au-dessus de la température moyenne mondiale du milieu du 19e siècle. Ils ne peuvent toujours pas affirmer que c'est le point de basculement exact, ni donner un compte à rebours précis. C'est ce que cette carotte doit aider à confirmer. Mais la glace n'est pas seulement attaquée de l'extérieur par une eau plus chaude. Certaines parties de l'Antarctique reçoivent aussi de la chaleur par en dessous. Près de la barrière de Ross se trouve l'île de Ross, et dessus, un volcan actif. Il s'appelle le mont Erebus. Il culmine à environ 3800 mètres, et c'est le volcan actif le plus au sud de la planète. Mais le plus fascinant, c'est qu'à l'intérieur de son cratère sommital se trouve un lac de lave permanent. Une véritable mare incandescente de roches en fusion qui bouillonne depuis des décennies. C'est loin d'être courant. Seule une poignée de volcans sur Terre maintiennent des lacs de lave durables. L'Erebus y parvient alors qu'il est entouré par l'un des environnements les plus froids de la planète. L'Antarctique peut être d'un froid brutal en surface, mais le mont Erebus est alimenté par la chaleur des profondeurs de la Terre. Cette chaleur se moque que l'air au-dessus soit à moins 40 degrés. Le magma remonte parce qu'il est chaud et léger. Pendant que du magma frais continue d'alimenter le cratère et que le gaz s'échappe, le lac de lave peut rester en fusion. L'Erebus crée aussi quelque chose qu'on voit rarement ailleurs, des tours de glace construites par un volcan. Des gaz chauds s'échappent par des fissures, frappent l'air glacial et se solidifient instantanément en haute cheminée de glace creuse. Certaines grottes à l'intérieur de ces tours sont étonnamment chaudes par rapport à l'air extérieur, créant d'étranges petites poches où une vie microbienne peut survivre dans l'obscurité. Autre fait fascinant dans cette région, des kilomètres de lacs sous-glaciaires. Certains font la taille de petites villes. La pression les maintient liquides et la chaleur d'en bas les empêche de geler. Beaucoup sont reliés par des canaux cachés, se remplissant et se vidant comme un réseau de plomberie souterrain. Les satellites peuvent même détecter la glace au-dessus, qui monte et descend au gré des mouvements de l'eau. L'Erebus compte parce qu'il prouve que l'Antarctique Ouest peut recevoir de la chaleur par en dessous. Cette chaleur peut faire fondre la glace à la base et créer de l'eau en dessous.
Ces lacs enfouis sont importants parce que cette eau agit comme un lubrifiant. Moins de friction signifie que la glace peut glisser plus vite. Et quand les lacs se remplissent et se vident, cette couche glissante peut se déplacer brusquement. Quand l'adhérence et le support s'affaiblissent en même temps, la luge n'a pas besoin de grand-chose pour partir. Il n'y a pas d'horloge de l'apocalypse au mur qui égrène un compte à rebours vers une fin du monde spectaculaire. Même si l'Antarctique ouest commence à glisser dans l'océan, ça ne se ferait pas du jour au lendemain. Les côtes reculeraient centimètre par centimètre, une tempête à la fois, avec des décennies entre chaque. Les villes ne disparaîtraient pas sous une seule vague. Il faudrait beaucoup repenser et déplacer. Et dans des siècles, si des portions du littoral actuel se retrouvent sous l'eau, de futurs plongeurs pourraient nager entre les sommets des gratte-ciel, comme nous plongeons dans d'anciennes épaves. Un trou vertical d'une régularité parfaite, caché au cœur des montagnes du Caucase septentrional, s'enfonce dans la terre comme si une foreuse avait visé droit vers son noyau. Certains vont jusqu'à rapprocher ce puits des couloirs internes des pyramides d'Égypte. Serait-il possible qu'un lien existe entre ces structures? Ainsi, le grand public découvrit ce gouffre mystérieux grâce à un amateur local de spéléologie, Arthur Jemoukov, qui arpentait le Caucase du Nord en 2011. Les flancs abrupts du mont Kara-Hora, marqués par les vallées glaciaires et des falaises éprouvées par des millénaires d'intempéries, offrent un refuge idéal pour dissimuler quoi que ce soit. C'est là que Jemoukov mit au jour ce qui semblait être l'entrée d'une grotte souterraine. Il fit appel à une équipe de spéléologues et tous descendirent dans le puits. D'abord convaincus d'avoir affaire à une simple formation naturelle, ils commencèrent à douter en progressant, tant l'ensemble évoquait une construction humaine méticuleuse. D'imposants blocs de pierre paraissaient assemblés avec une précision telle qu'aucune lame n'aurait pu s'y glisser. Certaines sources affirment aussi que le conduit chute presque à la verticale, avec des parois étonnamment lisses, comme si une machinerie colossale les avait polies bien avant l'ère moderne. En réalité, cet aspect provient de fractures géologiques naturelles. Plus troublantes encore sont des ouvertures rappelant des conduits de ventilation, semblant destinés à faire circuler l'air à travers l'ensemble. Les grottes naturelles présentent rarement une telle organisation des flux d'air. Ce seul élément alimente le débat parmi les chercheurs quant à une éventuelle conception intentionnelle. Et dans ce cas, ces bâtisseurs auraient dû appartenir à une civilisation d'un niveau technologique remarquable. Certains affirment que Jemoukov consigna sa découverte avec minutie dans un journal, mais même s'il a réellement existé, celui-ci a été perdu, rendant son contenu inaccessible. En vérité, on dispose de si peu d'informations sur cet homme, son histoire ayant été très peu relayée dans les médias, que certains ont même douté de son existence. Peut-être a-t-il aperçu quelque chose qu'il n'aurait pas dû voir. Aucune vérification n'est possible. Il fut renversé par une voiture et mourut à peine 4 ans après sa découverte. Ce drame n'a fait qu'intensifier rumeurs, spéculations et théories du complot. Les géologues s'efforcent naturellement d'apporter une explication plus rationnelle à ce puits. Le Caucase appartient à l'immense ceinture alpine qui s'étire du sud-est de l'Europe jusqu'au cœur de l'Asie. Cette chaîne s'est formée à la suite de la collision de plaques tectoniques, lesquelles demeurent aujourd'hui encore en perpétuel mouvement, se comprimant sans relâche. La région subit donc régulièrement de violents séismes. Par ailleurs, l'action combinée de l'eau, de la pression et de réactions chimiques peut, sur des millions d'années, creuser des conduits verticaux. Les rivières souterraines dissolvent les roches les plus tendres, tandis que les couches plus résistantes se polissent et finissent par former de profondes cheminées. Toutefois, l'érosion engendre en général des formes irrégulières, alors que Kara-Hora présente une symétrie, des angles marqués et des assemblages pierreux évoquant davantage une œuvre architecturale qu'un simple phénomène naturel. Pénétrer dans ce conduit demeure aujourd'hui extrêmement périlleux. Il faut affronter des à-pics vertigineux, des corniches instables et un air qui se raréfie à mesure que l'on descend.
Les galeries sinueuses compliquent considérablement l'orientation et les locaux affirment que certains des premiers explorateurs n'en sont jamais revenus. Aujourd'hui, les équipes modernes privilégient l'usage de radars à pénétration de sol et de capteurs à distance afin d'étudier le site sans s'y engager physiquement. Et à chaque nouvelle analyse, on identifie d'autres cavités encore hors d'atteinte. Dans les environs, Kara-Hora côtoie des formations tout aussi remarquables, comme le gouffre Veriovkina, actuellement le second plus profond connu sur Terre. Ce gouffre s'enfonce sur près de 2 km à la verticale, excédant la hauteur de 4 Empire State Building empilés. Les explorateurs y progressent à travers des cascades glacées, des couloirs rocheux escarpés et des puits où la lumière disparaît totalement. Les températures y frôlent le point de congélation, tandis que des rivières souterraines grondent dans une obscurité longtemps inexplorée. Atteindre le fond exige plusieurs semaines d'expédition, avec des camps successifs, des kilomètres de cordes et une confiance absolue entre coéquipiers. La moindre erreur y serait fatale. La grotte se remplit régulièrement d'eau et se transforme d'année en année, exposant les spéléologues à des crues soudaines. L'eau entaille progressivement le calcaire, élargit les cavités, puis, sous la pression accumulée, jaillit brusquement par certaines ouvertures. Malgré ces dangers, les scientifiques poursuivent leur descente afin d'étudier l'oxygène, la circulation de l'air et la formation des minéraux, cherchant à comprendre l'évolution des grottes à l'échelle géologique. C'est ainsi que furent découvertes des formes de vie microbiennes capables de survivre sans lumière, en tirant leur énergie des minéraux. De tels écosystèmes rappellent les conditions supposées sous des lunes glacées, comme Europe ou Encelade, faisant de ce site un terrain d'entraînement potentiel pour les futures missions spatiales. Avant toutefois de nous tourner vers l'espace, arrêtons-nous sur un autre réseau souterrain fascinant, situé cette fois dans le nord de l'Espagne. On y trouve une cavité que les scientifiques nomment la Cima de los Huesos, ou gouffre aux ossements. Pour y accéder, les explorateurs doivent progresser dans un dédale obscur, puis se glisser dans un conduit étroit qui débouche brusquement sur une chute verticale de 13 mètres. Au fond de ce piège naturel, une rampe rocheuse abrupte conduit à une salle exiguë et boueuse, renfermant la plus vaste et la plus ancienne accumulation de fossiles humains primitifs jamais mis au jour. Ce lieu constitue une véritable capsule temporelle, abritant les restes d'au moins 28 individus disparus bien avant l'aube de l'histoire moderne. Plus de 6500 fragments fossiles y ont également été recensés, mêlés aux ossements d'au moins 166 animaux de l'ère glaciaire, ours des cavernes, lions, loups ou renards, probablement tombés accidentellement dans le gouffre. Pourtant, les restes humains posent une énigme, car ils semblent y avoir été déposés bien avant ceux des animaux. Leur identité demeure débattue. L'étude des crânes et des mâchoires révèle des traits marqués, caractéristiques de néandertaliens très anciens. L'analyse a pris une tournure encore plus remarquable lorsque de l'ADN mitochondrial a pu être extrait de ces ossements. Celui-ci établit un lien non seulement avec les premiers néandertaliens, mais aussi avec les Denisoviens, population énigmatique identifiée à des milliers de kilomètres en Sibérie. Cette découverte suggère que les déplacements et les métissages de nos ancêtres étaient bien plus complexes qu'on ne l'imaginait. L'intrigue ne se limite cependant pas à la génétique. Cette cavité pourrait aussi receler la première énigme criminelle connue, ainsi que les plus anciennes pratiques funéraires. Parmi les milliers d'ossements, les archéologues n'ont trouvé ni outils usuels, ni restes alimentaires, à l'exception d'une unique hache en quartzite soigneusement façonnée et surnommée Excalibur. Sur cette base, certains chercheurs avancent que les corps auraient été volontairement déposés dans le puits, accompagnés de cet objet dans un cadre rituel, témoignant d'une forme de compassion bien antérieure à ce que l'on supposait. Par ailleurs, l'un des crânes, désigné sous le nom de cranium 17, présente 2 fractures identiques et mortelles, évoquant des coups délibérés.
Afin d'établir une chronologie précise, les scientifiques ont eu recours à des techniques avancées telles que la résonance de spin électronique et la datation uranium-série. Il s'avère que la grande pyramide de Gizeh pourrait être bien plus vieille qu'on ne le pense, genre plus de 20 000 ans, hein. C'est plus vieux que l'agriculture ou l'écriture. Alors qui a bâti des monuments aussi stupéfiants? Était-il seulement humain? Le chercheur italien Alberto Donini a basé son idée sur ce qu'on appelle la méthode de l'érosion relative. En bref, on regarde comment la pierre s'use avec le temps et on se dit « ouais, ce genre de dégâts prendrait bien plus que quelques millénaires ». Mais avant d'approfondir, voici un petit rappel sur les pyramides elles-mêmes. Les pyramides de Gizeh comptent parmi les plus anciennes structures géantes en pierre jamais construites par l'homme. 2 d'entre elles restent les plus hautes pyramides jamais bâties dans le monde antique. Et la grande pyramide de Khéops est la plus haute des 3. Il y a une autre raison pour laquelle cette grande pyramide est spéciale. C'est la seule des 7 merveilles originelles du monde antique qui soit encore debout aujourd'hui. Or, ces pyramides n'ont pas été construites d'un coup, en un instant, hein. Beaucoup de gens y ont travaillé sur plusieurs générations, et on peut voir leur progression au fil du temps. Les premières pyramides ont des erreurs, des angles bizarres et des problèmes de structure. Quant aux plus récentes, elles deviennent plus nettes et plus efficaces. On dirait que les bâtisseurs comprenaient les choses petit à petit. Chaque génération a résolu de nouveaux problèmes d'ingénierie et s'est améliorée. C'est comme les mises à jour d'un smartphone. Chaque nouvelle version est plus fluide et plus avancée. Cela nous amène aux grandes questions. Quel âge ont les pyramides? Et qui les a construites? Oh, et comment diable les gens ont-ils déplacé et empilé des pierres pesant autant que des camions sans machines modernes? Eh bien, jusqu'ici, nous avons des preuves assez solides sur la chronologie générale et les ouvriers impliqués. Mais les méthodes de construction exactes font encore débat, d'où le succès d'idées comme celle de la pyramide vieille de 20 000 ans. La plupart des historiens s'en tiennent à la datation traditionnelle, environ 4500 ans. Maintenant, revenons à la méthode de l'érosion relative. Le vent, la pluie, le chaud, le froid, tout cela ronge lentement la roche. Et plus une pierre reste dehors, plus elle s'abîme, comme un vieux trottoir qui a l'air bien plus rugueux qu'un tout neuf. Et la grande pyramide n'a pas toujours été rugueuse et brute. Elle était autrefois recouverte de calcaire blanc et lisse. Mais après un gros séisme en 1303, les Égyptiens ont retiré les pierres extérieures pour reconstruire le Caire. C'est pourquoi certaines parties de la pyramide ne sont exposées aux intempéries que depuis environ 675 ans. À la base de la pyramide, il y a un dallage en calcaire. Une partie était cachée sous ces pierres de parement pendant des millénaires et n'a été exposée qu'après leur retrait. Juste à côté, il y a un dallage fait de la même pierre, mais qui est exposé depuis le jour où la pyramide a été bâtie. Ces durées d'exposition différentes transforment la pyramide en un véritable chronomètre naturel. En gros, Donini a examiné 2 parties d'une même pierre, en posant une question simple. Si autant de dégâts ont eu lieu en 675 ans, combien de temps faudrait-il pour en causer autant? Pour obtenir la réponse, il n'a pas examiné qu'un seul endroit. Il a vérifié 12 endroits différents autour de la pyramide, car la pierre ne s'use pas uniformément partout. Certaines zones reçoivent plus de vent, d'autres sont plus exposées au soleil, et d'autres peuvent avoir de minuscules fissures qui accélèrent les choses. À cause de cela, les chiffres qu'il a obtenus étaient très différents. Certains points faisaient paraître la pyramide assez jeune, d'autres points la faisaient paraître incroyablement vieille. Alors, au lieu de choisir un seul chiffre, il en a fait la moyenne. Et en faisant cela, la moyenne est ressortie à environ 25 000 ans. Si cette estimation est un tant soit peu proche, cela signifierait que la pyramide a été bâtie bien plus tôt qu'on ne le pense, vers 23 000 avant notre ère. Maintenant, Donini ne prétend pas que ce soit une date exacte. Selon son analyse, il y a de fortes chances que la pyramide soit bien plus vieille que ce que l'on croit traditionnellement, mais ce n'est pas une garantie. Il n'est donc pas étonnant que de nombreux experts soient en désaccord total avec cette théorie, ce qui la rend controversée. C'est là une excellente chose à propos de la science. Elle est basée sur des faits, pas sur ce qui est populaire à l'époque. Mais jetons un coup d'œil à l'intérieur de ces mystérieuses pyramides antiques. La Grande Pyramide est la plus ancienne des 3 célèbres pyramides de Gizeh et c'est aussi la plus grande. Elle a été construite comme tombeau pour le pharaon Khéops, qui a régné pendant la 4e dynastie égyptienne. Si vous avez déjà entendu le nom de Khéops, c'est juste la version grecque du nom de Khufu. En gros, c'est le même gars comme Robert contre Bob.
Juste à côté de la Grande Pyramide, il y a 2 autres grandes pyramides. Ce n'étaient pas des projets faits au hasard. Elles ont été construites pour la famille de Khéops. Toutes 3 ont été construites pendant l'Ancien Empire égyptien, réparties sur 3 générations de souverains. On peut vraiment pas fixer de date exacte, car nous n'avons pas assez de preuves. Les historiens doivent reconstituer toute l'histoire à l'aide d'archives anciennes, d'inscriptions et de datations au carbone 14, comme assembler une chronologie à partir de notes à moitié brûlées et de reçus délavés. Un grand mystère est de savoir si chaque pharaon a vécu assez longtemps pour voir sa pyramide terminée. Ces projets étaient massifs et prenaient des années, voire des décennies. Il est fort possible que certaines pyramides aient été achevées par le souverain suivant après le décès du pharaon d'origine. La Grande Pyramide elle-même a probablement été construite environ 100 ans après une précédente, qui était une pyramide à degrés. C'était une sorte de prototype qui a aidé les bâtisseurs égyptiens à comprendre comment passer de marches empilées à des géants aux parois lisses. Mais comment ont-ils réellement réussi cela ? Parce qu'empiler des millions de rochers géants en une pyramide parfaitement formée n'est pas quelque chose que l'on fait quand on s'ennuie. Première chose à considérer, personne ne l'avait vraiment fait auparavant. La pyramide plus ancienne ressemblait davantage à un escalier de pierre géant. C'est génial, mais c'est vraiment très différent. Les pyramides de Gizeh, c'était d'un tout autre niveau. C'est comme passer de la construction d'un simple abri de jardin à celle d'un gratte-ciel et réussir d'une manière ou d'une autre sans tout gâcher. D'une part, l'Égypte ancienne s'en sortait plutôt bien à cette époque-là. Chaque année, le Nil débordait et quand l'eau se retirait enfin, elle laissait derrière elle un sol qui était devenu super fertile. En résumé, ils avaient assez de nourriture pour nourrir une main-d'œuvre massive. Ce surplus alimentaire a financé les pyramides. Les dirigeants ont organisé l'agriculture efficacement et ont utilisé ces stocks pour subvenir aux besoins de milliers et de milliers d'ouvriers. Côté ouvriers, certains travaillaient sur les pyramides à plein temps. D'autres étaient des agriculteurs venant en renfort hors des travaux des champs. Certains payaient leurs impôts par ce labeur pour le pharaon. De plus, des notes prouvent une planification quotidienne intense. Pendant la saison humide, les Égyptiens utilisaient des bateaux à fond plein pour faire flotter les pierres lourdes plus près du site au lieu de devoir tout traîner sur la terre ferme. Le fleuve se chargeait donc d'une grande partie du travail le plus lourd et le plus difficile. Le défi était de faire monter ces pierres massives au sommet. Impossible de soulever un rocher de plusieurs tonnes au-dessus de sa tête et espérer que ça tienne. L'échec serait fatal. Les bâtisseurs ont dû utiliser des rampes. Mais si vous construisez une seule longue rampe droite depuis le sol jusqu'au sommet de la pyramide, cette rampe serait si énorme qu'elle ressemblerait à une autre pyramide. Genre, félicitations, vous avez construit la mauvaise pyramide en premier. C'est pourquoi les gens ont fini par proposer d'autres idées. Peut-être que la rampe s'enroulait autour de l'extérieur, montant en spirale comme dans un parking. Ou peut-être que la rampe était cachée à l'intérieur de la pyramide, ce qui semble cool et mystérieux, mais il n'y a pas encore de preuves vraiment solides pour cela. Ce qui a beaucoup aidé, c'est la découverte d'une ancienne carrière de pierre appelée Atnoub, datant de la même période. Des archéologues ont trouvé un système de rampe super raide que tout le monde pensait être totalement impossible auparavant. Il y avait des trous pour des poteaux en bois sur les côtés et les ouvriers utilisaient probablement des cordes et des traîneaux pour traîner d'énormes blocs de pierre vers le haut. Imaginez un groupe de personnes tirant un traîneau tout en enroulant des cordes autour de poteaux pour obtenir une force de levier supplémentaire. Comme des athlètes de l'Antiquité en pleine séance de jambes, jour après jour. Si les bâtisseurs utilisaient cela, les rampes n'avaient pas besoin d'être aussi massives. Elles pouvaient être plus courtes et bien plus raides. Quoi qu'il en soit, le mystère de la construction des pyramides est encore loin d'être résolu. Peut-être qu'un jour, quelqu'un finira par découvrir le fin mot de toute cette histoire.